Bienvenue à la 25e édition des conférences du Bulletin. Je me présente, Emmanuelle Arèche. Je suis éditrice du Bulletin depuis le mois de septembre, en remplacement de Yvon Terrien qui a pris sa retraite au mois de décembre. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous et de vous voir en si grand nombre. Je suis supposée avoir une salle pleine, fait que ça devrait continuer à rentrer. Pour ceux qui ont de la mémoire, les premières éditions du Bulletin se tenaient il y a 25 ans. Les premières éditions des conférences du Bulletin, excusez-moi, se tenaient il y a 25 ans. Et le thème, c'était « Cultiver et devenir riche ». Alors, on a évolué aujourd'hui avec la santé des sols. Et je voudrais souligner la présence de Simon Gartin, qui était éditeur à cette époque-là. Donc, qui m'a engagée en 2000 pour 5 ans. Je suis partie vers d'autres choses. Je suis revenue il y a 4 ans. Je suis revenue à mes premières amours et me revoici parmi vous ce matin. Avant de vous présenter votre animateur, je tenais à souligner la contribution de nos précieux et fidèles commanditaires, Orsch, De Kalb et Syngenta. S'il y en a qui sont ici parmi nous, ce serait le fun que vous vous leviez, juste pour qu'on puisse aller vous voir après. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors, un gros merci aussi à nos panélistes qui ont accepté mon invitation avec enthousiasme. Puis maintenant que tout ça est dit, je vais vous présenter votre animateur, Nicolas. Nicolas Mesli est journaliste, agronome, photographe, auteur, animateur et conférencier. Ça fait bien des chapeaux. Ça fait bien des chapeaux, mais il les relève tous avec brio. Wow. Les associations de presse du Canada ont récompensé son travail journalistique à plus de 30 reprises. Il est notamment l'auteur de l'ouvrage « Terre d'asphalte, notre agriculture sous haute pression » paru aux éditions Multimonde. Vous avez peut-être vu un documentaire qui s'appelait « Terre d'asphalte ». Ça a été inspiré, je crois, de ton ouvrage. Oui. Il est aussi collaborateur au Bulletin, bien sûr. La conférence est aussi reconnue par l'Ordre des agronomes pour 2 heures de formation continue. Alors, si vous avez besoin d'une preuve autre que la facture des conférences, vous avez juste à m'envoyer un petit mot par la suite, puis je vous enverrai ça avec plaisir. Alors, sur ce, je laisse la place à Nicolas et à notre panel. Bonjour et puis bienvenue à ce panel-là. Je reconnais beaucoup de visages et j'en profite pour vous souhaiter une bonne année. Vous savez que la mission du magazine, là, le bulletin a toujours axé sa mission, si on peut dire, sur la technologie, que ce soit les semences, la machinerie et tout ça. C'est des technologies susceptibles d'améliorer la rentabilité et la pérennité de nos entreprises agricoles, comme vous l'avez vu, devenir riches au début. Bien, pourquoi avoir choisi ce thème aujourd'hui, la santé de nos sols, j'en fais mon affaire? Bien, d'abord, si on regarde autour du monde, là, la terre est le principal outil des agriculteurs, puis au Québec, on n'en a pas beaucoup. Quand on regarde, on a à peine 5 % de notre territoire qui est cultivable. On a donc ce qu'on pourrait dire un tout petit jardin nordique. Si on se compare à la France, qui en a 52 %, puis les États-Unis, 44 %, on a un bien qui est très précieux et dont il faut prendre soin. Fait qu'en réalité, la plus grande technologie qu'on possède à la ferme, bien, elle repose sous nos pieds. C'est nos sols, c'est la fertilité de nos sols. On pourrait même parler quelque part d'une prime vers de terre. Fait qu'on va revenir. Là c'est bon? C'est mieux? Oh, pardon. Fait que si j'avais à résumer, hier, il y avait une conférence avec le joueur de football. Vous me rappelez son nom? Oui. Bien, la santé des sols, c'est un peu comme un athlète. Donc, pour le préparer pour les années à venir, il faut s'occuper de sa fertilité. Fait que quand on regarde un peu ce qui se passe, je suis tombé sur un rapport scientifique de Marc-Olivier Gasser de l'Institut de recherche en agro-environnement. Lui, il a publié ça en 2023, puis il a réalisé cette recherche-là 30 ans après un premier diagnostic auprès de 400 producteurs, puis 25 clubs conseils. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que les résultats de sa recherche nous disent? C'est que nos sols ne sont pas en bonne santé. Il y a une sévère perte de matière organique, il y a de la compaction, il y a des cultures intensives, manque de rotation, poids de la machinerie, j'en passe. Fait qu'au bulletin, on croit fermement qu'avec le dérèglement climatique,
les entreprises qui vont mettre la santé des sols au cœur de leur stratégie d'affaires ben, sont à affronter les changements climatiques. Puis là, j'ai été voir les données si tu regardes juste à penser, on n'a qu'à voir les tempêtes tropicales qui nous tombent dessus. Par exemple, la tempête Débby, le 9 août dernier, des printemps trop secs ou trop pluvieux, des automnes prolongés, moins de neige l'hiver avec des redoux, de longues canicules. Tous ces événements extrêmes vont empirer, alors que cette année, c'est-à-dire l'année dernière déjà, 2024, c'est l'année la plus chaude jamais enregistrée. J'ai été voir quelques chiffres de la financière agricole. Écoutez, on parle de la 2024, 40 millions de dollars distribués à des producteurs, dont une bonne partie aux producteurs de grandes cultures, maïs, soya, les céréales. Puis en 2023, les années se suivent et ne se ressemblent pas, mais 2023, c'est presque une année record, le double, 86 millions de dollars. Donc, j'ajoute un petit bémol là-dessus. C'est sûr que dans ces montants-là, tu ajoutes les maraîchers puis aussi les producteurs de sirop d'érable. Mais on se retrouve quand même, on va baigner dans un contexte où c'est vraiment un dérèglement. On ne sait pas trop sur quel pied danser avec le climat qu'on a. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir trois agriculteurs, propriétaires d'entreprises qui vont nous raconter un peu pourquoi ils ont mis la santé des sols ou qu'est-ce qui a déclenché chez eux le fait de mettre la santé des sols au cœur de leur stratégie d'affaires. Ils vont nous dire un peu, on va certainement leur poser la question, c'est quoi vos bons coups, c'est quoi vos mauvais coups? Alors, je vous présente tout de suite Éric Lapierre. Il est copropriétaire de la ferme familiale Duhamel Lapierre Inc. Billy Baudry est copropriétaire avec sa sœur Cindy et sa mère Sylvie d'une entreprise en grande culture, la ferme Beauport. Paul Caplette, est-ce qu'il a besoin de présentation? Il gère une ferme de grande culture avec son frère en Montérégie. Ça s'appelle Céréales Bellevue. Et ensuite, on accueille avec beaucoup de plaisir l'experte en santé des sols, Marie-Hélène Sanson, qui est agronome, professeure adjointe au département des sols et de génie agroalimentaire de l'Université Laval, qui va être, je vous dirais, la référence ici quand on va avoir des questions plus poussées au niveau scientifique. Oh, excuse-moi, Marie-Élise. Et monsieur, la faute de frappe. Alors, voici comment ça va se passer. Bien, Éric, Billy et Paul vont nous prendre une dizaine de minutes chacun pour nous présenter leur entreprise et Marie-Élise, le même temps pour nous décrire l'importance de l'état de santé de nos sols. Où est-ce que ça accroche? C'est quoi les défis? Bien, ensuite, la parole va être majoritairement à vous. C'est une espèce d'échange, pas une espèce, ça va être un échange parce que vous avez sur vos fermes des défis, des fois, je vais faire des reportages dans des entreprises, puis là, on me dit « Ouais, mais le semi-direct, garde esprit, moi, ça ne marche pas chez nous, blablabla. » Donc, c'est le temps un peu de poser des questions à ceux qui en vivent. Alors, sur ce, Éric, je vous cède la parole. Merci de la présentation. Merci au monde de s'être déplacé pour nous. D'entrée de jeu, moi, je n'écoutais pas, honnêtement. Je suis encore stické sur cultiver et être riche. Là, je me rappelle plus si j'étais juste pas là ou j'ai pas fini le livre, là, mais j'ai hâte d'entendre parler les autres. Là. Fait que je vais faire ça vite pour mon petit bout parce que visiblement, il y a de quoi que j'ai pas compris. Bon, peu importe. Fait que, sur ça, on disait... Bon, je me présente, Éric Lapierre, c'est ça, comme dans la présentation. Je suis copropriétaire d'une ferme de grande culture à Saint-Nazaire-d'Acton. Ferme Duhamel Lapierre, je suis Lapierre. Duhamel est ma charmante conjointe. On cultive... Ouais, c'est ça, on est situé... Bon, Saint-Nazaire-d'Acton, là, pour vous situer, là, je suis vraiment à limite Montérégie et centre du Québec, là, vraiment à la pointe de la flèche. J'ai des terres dans le centre du Québec, la paroisse voisine. Grosso modo, une zone de 2700 unités thermiques. Mais ça descend assez vite. Là. Les terres rendues centre du Québec, là, on est plus dans du 2006. Là. Du sol assez léger, des longs argileux, longs sableux, mais des sols légers. Je vais juste regarder ce que j'avais écrit, c'est ça. On est en mode régie, je suis tout en semi-direct, mais on est une ferme en régie conventionnelle. Je ne suis pas bio. On cultive. Je suis si vous voyez sur la photo, c'est ça. Je suis un ancien laitier. J'ai un historique de ferme laitière. Je suis un ancien laitier. Je suis grande culture. Je suis tombé grande culture full patch depuis 8 ans maintenant. Ça va faire 8 ans. OK.
Au niveau de la ferme, on voit-tu bien? Ouais. OK. Au niveau des rotations, c'est ça. Bon, je suis un ancien laitier, fait que j'ai gardé un thinking laitier dans le sens que quand je suis devenu grande culture, j'ai quand même essayé de reproduire un système. J'ai toujours gardé une vision de plantes pérennes, de part, j'étais toujours appuyé sur mes plantes fourragères. C'était toujours ça. Moi, les cultures, dans mon ancienne vie, ça a toujours été ma priorité, la priorité d'autosuffisance sur la ferme, de pérennité au niveau des plantes. Fait que j'ai toujours essayé de garder un thinking à ce niveau-là. Fait que ce qui m'a amené dans mes réflexions au fil du temps, quand on a commencé à travailler avec les plantes de couverture, semi-direct a déjà instauré depuis un certain temps. Quand on a mis nos plantes de couverture, mais j'essayais de reproduire un peu un système de plantes pérennes avec des cultures de couverture qu'on dit à relais, là, on va bien en parler plus tard un peu, là, qui essaie de toujours occuper le territoire le plus longtemps possible. Ce qui est un peu particulier dans mon cas, c'est que j'ai fait de la grande culture avec un système maïs, qu'on peut dire mais assez traditionnel, maïs, soya, céréales, pour me rendre compte qu'après 2, 3 ans que le maïs me puait au nez, là, en mourant, à me confesser. Parce que moi, dans mon ancienne vie, le maïs, c'était un maïs fourragé. C'était un maïs humide, consommé sur la ferme principalement, un petit peu de treuil de maïs sec. Mais de toute façon, mon crayon m'avait toujours dit que dans ma région, chez moi, dans mon mode de production, le maïs n'était jamais le grand gagnant de la zone économique. Jamais, jamais. J'avais des historiques de producteurs de céréales. On savait le taux de faire des céréales. On savait le taux de faire du blé d'automne. On est producteurs de semences dans le soya. Le soya de semences, c'était toujours le roi du crayon. Puis assez souvent, le blé, même assez souvent, quasiment tout le temps, un blé d'automne dans des bonnes conditions, dans les conditions gagnantes, aller chercher le maïs. Fait que quand je suis tombé grande culture, après avoir fait ça 2, 3 ans, je me suis dit, ah, ça marche pas. Dans mon cas, moi, chez moi, le maïs était trop énergivore. Énergivore en temps, énergivore en intrants, énergivore en tout. J'ai carrément décidé, là, c'est pour ça qu'on voit l'image du petit bonhomme qui saute, 2020-2021. J'ai fait le step, j'ai carrément éliminé le maïs de mes rotations. Là, je les ai restabilisés. Mes rotations typiques depuis ce temps-là sont comme illustrées. Le rectangle vert, c'est ce que j'appelle la rotation pour mon portefeuille. OK, mes cultures principales, donc grosso modo, soya de semence, soya de semence l'an 1 pour assurer une pureté de produit, soya régulier l'an 2, je reviens canola, blé d'automne. Les ovales orange, c'est ce que j'appelle la rotation pour mes sols. Fait qu'il faut que les deux rotations viennent s'embriquer une dans l'autre. Fait qu'on vient positionner les plantes de couverture dans les espaces pour occuper le territoire tout le temps. Dans la partie qu'on voit entre le canola et le blé d'automne, mais c'est un blé d'automne, là, fait que c'est lui qui prend la position. Puis on voit les petits logos de tank à fumier. J'importe beaucoup de fumier. Je suis dans une zone de Saint-Nazaire, c'est une zone très porcine. Fait que malgré que j'ai plus de cheptel laitier, j'ai continué d'importer du lisier qui est sur des contrats, des ententes avec le tiers des terres que je loue. Au niveau de mes actions santé des sols, très rapidement, ben c'est ça, je suis un semi-direct. Je suis raisonnier, j'ai commencé en 2000. Là. 2025 va être mon 25e printemps. Plantes de couverture, on patauge là-dedans depuis, il me semble que ça fait 15, il me semble que ça fait 5 ans qu'on dit 15 ans, là, mais 8-20 ans peut-être, là, l'impression de se répéter, mais de façon structurée, là, facilement une quinzaine d'années. Là. Quand je dis structuré, là, c'est avec un objectif, des buts, avec des choix bien précis. On a aussi, j'ai une gestion du trafic assez... ben, on est tout RTK, là, oui, mais pas à cause de ça. Mais je veux dire, on a vraiment une gestion de trafic. Je passe beaucoup de temps ou d'attention à prêter sur mon empreinte. L'empreinte au niveau des sols, oui, l'empreinte environnementale, mais vraiment la pression au niveau des sols, les passages. Je me dis que chaque passage est un mal nécessaire. Fait qu'on essaye de les contrôler, on essaye de les régir. On a vraiment une gestion de passage. C'est comme exemple, si, mettons, on a un chargement qui est à moitié vide ou moitié plein, mais il s'en retourne, il ne va pas passer inutilement sur le terrain pour aller remplir une moitié de voiture, peu importe le système. T'es rendu au bout, tu dégages pour éviter, il faut qu'il y ait le minimum d'empreinte au niveau du sol, grosso modo. Ce qui fait le tour un peu de l'intro, là, très rapidement. Merci. Dans le fond, vous avez reproduit un peu un système de prairie dans tous les champs, là. Oui, j'essaye. OK. J'essaye. OK. Billy,
Donc, la ferme Beauport, dans le fond, à l'origine, c'est une entreprise porcine, naisseur-finisseur. Puis là, au fil des années, là, ça a évolué. Là, maintenant, avec toute la situation du porc, là, on a encore des porcheries, un engraissement, une ponnière, mais c'est à contrat. Puis la grande culture a pris vraiment beaucoup de place. C'est sûr qu'avec l'antécédent qu'on a du porc, puis à Saint-Valérien, il y avait quand même l'abattoir à l'époque, donc il y a beaucoup de porcheries, on est en zone de surplus. Donc on a nos lisiers à gérer, puis on en importe aussi là, de producteurs dans le coin. Donc, comme ça a été mentionné tout à l'heure, là, je suis associé avec ma soeur et ma mère sur l'entreprise. C'est ça, on a un petit peu de porc, le reste c'est grande culture, donc tous les grains sont vendus, on n'a plus de meunerie à la ferme, vu que ça comptera. Puis on fait du parfait, beaucoup dans le battage, un petit peu dans l'arrosage aussi. Puis je fais des travaux un petit peu en échange avec mes oncles, donc je vais planter leur maïs. Puis les autres, ça, ils viennent semer mes céréales, donc on fait des échanges un petit peu comme ça. Qu'est-ce qu'on a mis en place il y a quelques années? Moi, j'ai quand même des terres on n'est pas si loin que ça de la ferme. Ma terre la plus loin est à 12 km, mais on est dans 5 municipalités différentes. Donc, j'ai vraiment des types de sols vraiment changeants. Puis même dans le même champ, souvent, ça va varier beaucoup. La plupart de mes meilleures terres, ça va être quand même des beaux lombes qui se drainent bien. On a quand même quelques champs plus argileux. Puis on a aussi, là, si on s'en va vers Roxton, là, souvent que c'est un autre pays, là on tombe vraiment des terres plus limoneuses, plus rocheuses. Puis c'est vraiment à cause de ces champs-là qu'on a commencé, là, ça fait peut-être au moins une bonne quinzaine d'années à faire du semi-direct sur ces champs-là. Parce qu'à un moment donné, on se rendait compte, là, surtout les champs limoneux, qu'on dirait que plus on travaillait le terrain, plus on se tirait dans le pied. On n'était plus capable d'avoir de rendement dans ces champs-là. Donc là, on a fait le virage, mais c'est sûr que la base, c'était vraiment pour être en semi-direct, c'est d'améliorer la rotation. Donc ces champs-là, on les roule sur 3 ans, maïs, soya, céréales. Puis là, avec les années, on a vu les limons être capables de se faire une structure, puis nos rendements ils ont vraiment augmenté dans ces champs-là. Mais moi, contrairement à Eric, ma culture la plus payante, c'est encore le maïs. On a encore de la misère à s'expliquer pourquoi, mais j'ai tout le temps de la difficulté à avoir des bons rendements dans le soya, même si le champ est beau, même si le champ décolle bien puis est égal. On en entend, là, on entend souvent là, le 2 tonnes à l'autre. Moi, là, quand j'ai fait 4,2, 4,4 tonnes d'hectare, là, c'est vraiment dans mes bons rendements. Donc, c'est un peu pour ça que souvent mon maïs est plus rentable là, que mon soya. On a beaucoup de lisiers qui me coûtent pas cher à apporter. Souvent, vu qu'on est dans une zone de surplus, moi, dans le fond, on a notre système d'irrigation. Donc, les gens, ils payent le camion pour prendre le lisier de chez eux puis l'amener à mon champ. Puis moi, j'ai juste à l'étendre. Donc, ça me fait quand même une fertilisation qui coûte pas trop cher. Donc, c'est pour ça que mes terres qui sont les plus productives, est-ce que je peux me permettre là, de pousser un peu plus? Là, j'ai un différent système de rotation. Donc, je vais être sur 6 ans. Je vais avoir 2 années de maïs de suite. Après ça, je vais revenir en soya. Puis ensuite, là, je vais revenir maïs, soya, céréales. Donc, je vais tourner comme ça. Fait que ça me permet d'avoir un petit peu plus de maïs dans ma rotation, qui est ma culture la plus rentable pour ces champs-là, pour l'instant. Puis, ça me permet aussi d'être capable d'apporter du lisier 1 année sur 2, avec une rotation comme ça. Donc, je suis capable de tout passer mon lisier. Donc, on en fait beaucoup après les céréales. Puis, le printemps, là, avant le maïs grain. C'est un peu comme ça qu'on... Puis, c'est ça. Avant, j'avais un petit peu de blé de printemps, du blé d'automne. L'année prochaine, c'est la première année, on a vraiment délaissé le blé de printemps. Premièrement, ça venait difficile à gérer, là, surtout si le blé de printemps est un peu plus éloigné, puis on passait moins souvent dans le champ là, de gérer les timings d'arrosage. Puis, on était un peu tanné là, des rendements du blé de printemps qu'on n'était pas capable de pousser, là, tandis qu'un blé d'automne, là, quand on le réussit bien puis qu'on a une bonne saison, là, c'est vraiment excitant dans la batteuse. Quand tu dépasses le 6-7 tonnes l'hectare, là, puis là, ça commence à donner des marges de rentabilité aussi qui sont pas mal plus intéressantes que le blé de printemps. Puis là, c'est sûr que pour réussir le blé d'automne, ben là, on a commencé, là, c'est un peu en parlant avec Eric aussi, là, qu'on a commencé à faire un peu de canola.
pour se donner des chances pour mieux réussir notre blé d'automne encore. Là. Donc ça tourne comme ça. C'est ça. Ben, c'est sûr que vu la superficie qu'on cultive, on connaît tous les problèmes de main-d'œuvre en agriculture, le forfait qu'on fait, ben là, nos machines sont toutes trop grosses. Mais on essaie quand même tout le temps de bien sélectionner. C'est comme un travail sur le long terme. À toutes les années, on essaie d'améliorer un petit peu le petit point faible, là, donc grossir les pneus, rajouter des essieux. On fait tout un travail sur la compaction, on essaie de s'améliorer. Là, c'est pas, si tu le regardes d'un coup, c'est comme décourageant, mais quand tu en fais un petit peu à toutes les années, puis là, ben, après une dizaine d'années que tu en fais un petit peu tout le temps, tu te rends compte que finalement, tu as beaucoup amélioré. Puis quand on commence à faire du travail réduit, du semi-direct, ben là, tu peux plus trop maquiller. Là. Fait que là, tu te rends compte, là, les transbordeurs, parce qu'ils ont passé, les problèmes. Donc, ça te donne conscience aussi de t'améliorer de ce côté-là. Donc, c'est un peu comme ça là, quand on travaille. On a commencé vraiment par les transbordeurs, qu'on trouvait que c'était notre plus gros problème. Donc, tranquillement, je ne sais pas si on a la photo aussi, ouais, ça, on en a modifié un premier. Donc, on a rajouté, dans le fond, on a fait un transbordeur 3 essieux pour être capable de s'abaisser là, en bas de 10 tonnes par essieu là, dans le champ, puis être quand même efficace. Là, maintenant, on en a 2 comme ça. Ensuite, là, l'année passée, c'était mon gros projet. Là, on a changé le planteur. Donc là, c'est sûr qu'on tombait avec une trémie centrale pour être plus efficace. Mais là, on avait quand même tout notre poids là, qui tombait dans le milieu du planteur. Donc, on a rajouté des chenilles, on a rajouté un système de pression sur les ailes pour être capable de transférer notre poids égal partout, puis pas avoir besoin de rajouter du poids sur les ailes en plus là, pour avoir une bonne pression. J'ai travaillé beaucoup avec Nicolas Dubuc aussi, ses choussy. Donc, on regardait l'engrais, on la met où? On est mieux de charger plus le planteur, charger plus le tracteur, selon la surface qu'on avait au sol de pneus. Donc, on a essayé de répartir ça le mieux possible. Puis, en tout cas, probablement, ça fait une saison, mais à date, je suis vraiment content. Là. On a grossi le planteur, puis je trouve que l'impact au sol, quand on voyait la levée du maïs, était moins grande que ce que j'avais sur mon planteur avant. Donc, quand on prend le temps de planifier et de bien regarder, il y a quand même des choses à faire, là, même si on a de la grosse machinerie qui est souvent un peu trop pesante. Là. Eh bien, bonjour à tous. Je suis content d'être ici avec mes confrères que je suis attentivement. On s'échange des petits trucs. Je pense qu'au niveau de tout ce qui est santé des sols, en partant, il y a beaucoup, faut beaucoup partir par adapter ça à notre ferme, notre situation, puis être capable d'aller trouver des gens à qui on a confiance pour aller un peu s'appuyer pour comparer ce qu'on pourrait peut-être faire chez nous, chacun à notre façon. Là. Puis en passant, il y a des formations continues qui se donnent présentement justement pour de développer nos compétences au niveau de la santé des sols pour ceux que ça les intéresse. Là. Il y a des formations de 5-6 heures qui se donnent avec des spécialistes là, pour quelqu'un qui veut vraiment démarrer. Fait que pour y aller présenter ma ferme, moi j'étais avec mon frère Pierre, attendez un peu, m'a trouvé le bon piton. Bon, ça c'est la gang, je suis associé avec mon frère depuis qu'on est tout petit. Ma mère de 85 ans qui est encore active sur la ferme au niveau de la comptabilité informatique, elle n'est pas tuable. Une ferme de 360 hectares en culture sur l'ensemble de la ferme. Oui, un peu comme Éric, on a des sols outils légers, puis pas énormément de... Quand on dit léger, là, c'est des CEC là, 10, là, 10-12. Là. Il y a 80% de nos terres qui se tiennent là-dedans. Des terres de fin de compte qui se travaillent bien en semi-direct. Fait que sur la ferme, en général, sur l'ensemble, on a 6 cultures réparties. On a 85% de nos surfaces qui sont en semi-direct. Oui, il y a encore une partie qui est travaillée pour des cultures un peu plus spéciales, qu'on a encore un peu de difficulté à réussir, comme des haricots secs. Fait que ceux-là sont faits dans du terrain travaillé. Puis on a une rotation équilibrée là, également sur notre ferme de maïs, légumineuses, céréales depuis à peu près fin 2000. Puis depuis à peu près, oui, on m'a dit comme Éric, là, au début c'était vraiment archaïque, au début des années 2000, mais les sols couverts vivants à l'automne, mettons un exemple là, pour vraiment avoir de quoi de structuré, là, ça a vraiment commencé comme fin 2000, là, juste un peu avant 2010, que vraiment on a pas juste des petits poils verts qui poussent n'importe comment avec des restants de silos, là, mais vraiment des stratégies par rapport
à ce qu'on veut pour l'année suivante? C'est-tu de l'azote pour notre plan, notre culture princesse? C'est-tu d'exploration racinaire pour la culture qui vient après? Fait qu'on essaye de tenir compte des choix des plantes qu'on va mettre en couvert végétal qui vont répondre aux cultures qui viennent dans le système immédiatement après. Puis, à peu près fin 90, on avait nivelé nos terres, on avait réparé les drainages qui ne faisaient pas notre affaire, on avait eu une grosse amélioration de nos rendements, puis on avait déjà commencé à détecter que, tu sais, quand tu pars d'un certain niveau, ça va bien aller chercher les premières tonnes à l'hectare de gain de rendement, etc. Bon, on avait un certain plafonnement. On parle de fin 90, on parlait qu'on voyait que les coûts de production avaient tendance à augmenter. Imaginez-vous aujourd'hui ce que ça a l'air. Fait qu'on se disait, nous autres, la grandeur de ferme, où est-ce qu'on était rendu à cette étape-là, c'était à la grandeur qu'on visait. Fait qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire avec notre ferme pour être capable d'avoir ces mêmes grandeurs-là Pour être riche. dans 20 ans? Ouais, pour espérer, mais on n'a peut-être pas réussi parce qu'on n'est pas encore riche, mais au moins d'être capable de faire nos frais, puis être économiquement rentable, puis équilibré, puis en fonction de ce qu'on voulait comme qualité de travail, comme environnement de travail, ça a fait. Fait on a fait le tour de tout, puis on s'est dit, on a le temps. Oui, on faisait plusieurs cultures, mais on était vraiment beaucoup de maïs, beaucoup de soya. Les autres cultures qu'on faisait, c'était des petites superficies. Puis là, on regardait ça, puis on disait, il faut s'en aller vers une vision céréale. Pourquoi les céréales? Parce que c'était la plante la plus connue qu'on pouvait se mettre entre guillemets une culture courte. Parce qu'on était convaincu que pour améliorer nos sols, pour aller plus loin, il fallait rentrer des cultures courtes dans lesquelles on pourrait rentrer des couverts végétaux qui auraient de la place pour faire plus que juste des petits poêles de 30 cm, mais avoir des couverts végétaux de grand volume, autant en pénétration de racines qu'en volume extérieur. Fait que la première réponse qui nous est venue en partant, la première inquiétude, c'est on a regardé ce qu'on faisait dans les céréales, mais on s'est dit on n'a pas un moyen de faire ça. Là. On ne sera pas capable de faire 30 de nos terres en céréales. Là. On s'est dit, tabarnouche, mais il faut passer par là, ça ou une autre culture, il faut y aller par là. Fait qu'on s'est viré à phrase de bord, on s'est dit, on va prendre tous les moyens pour réussir ces céréales-là puis les rentrer économiquement dans le système. J'ai pas réussi, par exemple, d'être encore riche avec, mais ça marche, ça fonctionne. Fait qu'on a viré à phrase de bord en se disant, il faut aller vers ça parce que selon nous, chez nous, ce qu'on a remarqué, si on veut des couverts végétaux, si on veut structurer notre sol, rentrer la culture que vous voulez, mais des cultures courtes, c'est ça qui va faire la place pivot, l'espace qu'on va se créer pour aller chercher la matière organique, du carbone, puis la pénétration des racines, puis nourrir nos micro-organismes, parce que ce qu'on veut, c'est un sol vivant. Depuis qu'on est en semi-direct, on a eu des évaluations au niveau des vers de terre, puis le minimum qu'on a, on a plus que ça, mais les chiffres qu'on a en banque, là, c'est qu'on aurait pratiquement plus qu'une tonne et demie de vers de terre sur chaque hectare. Puis ces organismes-là, ils ont le potentiel de déplacer leur poids quotidiennement. Ce qui veut dire que sans se tromper, chaque jour, ils se brassent 400 tonnes de matériel sans aucun effort de carburant, ni d'équipement, ni d'HP. Puis tu n'as pas besoin d'aller sur le Kiro pour réparer ton dos parce que tu as passé 10 jours dans la charrue. Puis tu n'as pas besoin de le payer de permis de travail puis des loger. Tu as juste à les nourrir puis les garder en place sur le sol. Fait que ça nous a emmené vers un système complexe de culture. Là, on a plusieurs rotations parce qu'on a plusieurs cultures. C'était un petit peu compliqué pour moi de toutes vous les nommer. Fait que j'avais bien des diapos. Je me suis dit, je vais surtout expliquer ce qu'on essaye de faire avec notre rotation, que vous pouvez tout faire chacun chez vous à votre goût, selon votre organisation. C'est de toujours trouver avec toutes les cultures qu'on fait ce qui s'en vient après dans l'an 2, dans l'an 3. Puis après ça, moi, j'appelle ça les périodes mortes. La période que quand ta culture est là, peux-tu mettre quelque chose pendant qu'elle est là, qui ne nuira pas à la culture. Après ça, si c'est une culture comme des haricots secs qui sèment tard, bien, mettre peut-être quelque chose qui peut être bon avant, parce qu'on sème au mois de juin, puis peut-être penser à quelque chose qui peut venir après. Toujours dans le but de construire, à chaque fois qu'on a une période où est-ce qu'on peut mettre une plante qui serait intéressante, qui peut nous emmener du carbone ou pomper des éléments, l'idée générale en arrière de toute notre rotation de notre système de culture, c'est d'arriver à trouver des plantes qui vont faire notre affaire, puis qui vont fitter avec chacun notre système, parce que je suis sûr que dans la salle, vous avez tous chacun vos contraintes, chacun vos types de sol, etc. Mais c'est trouver le mix. Il y a le Canadien qui essaye d'être dans mais le mix qui va faire que vous allez vous ramasser dans le mix. À peu près ça. Fait que rapidement, je vais vous partager un peu notre rotation chouchou sur laquelle on fonde. On a réalisé beaucoup d'observations au fil des 10 dernières années. Dans le fond, c'est le blé d'hiver.
Billy en a parlé. Moi aussi, je tentais de regarder tranquillement, peut-être même d'éliminer le blé de printemps. On n'a pratiquement plus. On est vraiment tous dans le blé d'hiver. Tantôt, quand je vous ai dit, on va trouver une manière de faire des céréales, mais plus payantes. Ben, du blé d'hiver, c'est 30 plus de rendement. Ça se récolte un mois plus tôt. Puis tu es capable en plus d'économiser sur les équipements parce que tu sèmes au mois de septembre l'année d'avant. Fait qu'au lieu d'acheter un semoir, dans notre cas de 12 ans ou de 16 ans de maïs pour aller plus vite, mais si on sème la moitié moins de maïs, mais notre semoir de 8 ans qu'on a déjà est devenu un semoir de 16 ans, puis on a encore un tracteur de 150 HP pour le tirer. Fait que dans notre cas, étant donné qu'on n'a pas plus grand que ça, c'était une façon d'améliorer notre utilisation d'équipement pour qu'elle soit le plus efficace possible. Fait que ça, c'est une illustration. Regardez ce que ça a l'air, comment c'est capoté. Tu sais, nous autres, maintenant qu'on est producteurs, entre guillemets, de céréales, parce qu'on a quand même 30 de nos surfaces qui sont en céréales, bien, nous autres, le printemps, ça décolle le 20 mars. Fait que là, c'est le 26 avril, là, ça fait un bout qui est décollé. Puis vous voyez les lignes que là, ça, c'est ce qu'on a développé avec mon frère, les clôtures à neige végétale de lin qui vont accumuler de la neige. Éric fait ça avec son canot-là aussi, ça peut être une autre façon d'accumuler de la neige. Mais accumuler de la neige, puis les rangées de lin, s'il y a de la glace, vont servir comme un joint d'expansion. Quand la glace elle va se former, il va y avoir un faible vis-à-vis de toutes les rangées de lin, que ça nous a permis de sauver nos champs de blé à l'occasion, puis d'être sûr de récolter toujours quelque chose. Regardez si ça va vite, là, rendu au 25 mai, il y a déjà du petit trèfle qui est poussé en dessous. Ça, c'est vraiment notre plante de couverture chouchou pour nous autres. Puis, ça nuira jamais. Quand il y a du blé, le trèfle va rester en dessous, bien tranquille. Ça, c'est un champ de 7 tonnes et demi, 8 tonnes de blé. Ça, c'est Gertrude qui est à côté. Vous voyez le bout, là. Je n'ai pas montré son mofleur parce qu'il était probablement rouge, là. Mais quand tu récoltes, comme Billy dit, des rendements de blé à 7 tonnes puis en dessus, là, c'est vraiment trippant à battre du blé. Puis regardez le trèfle, ce qu'il fait après la récolte du blé. On va choper les pailles ou on va libérer la paille du champ. Le trèfle va explorer le sol facilement d'un 24 pouces. Va faire en général, depuis 10 ans, plus que ça, tout le temps en moyenne 4 tonnes de matière sèche en haut, ce qui veut dire qu'il y a facilement 2 tonnes de racines en dessous en calcul de farmer. Puis en 2024, puis une autre année, cette année, on a eu un record. On s'est ramassé avec 8 tonnes de matière sèche dans le champ, ce qui veut dire énormément de carbone. Ça veut dire qu'il y a 4 tonnes de racines en dessous. Puis ça va servir à accueillir la culture princesse l'année suivante, qui est le maïs. Puis on est capable de réussir des réductions d'azote de 50 jusqu'à 75 pour atteindre les mêmes rendements avec des comparables d'engrais minéraux de 250 M total, juste pour être sûr qu'on en met en masse, par-dessus le trèfle. Puis notre 50 d'azote va l'accoter. Ce qui veut dire qu'on se ramasse avec une façon de travailler qui fait aussi au niveau des gaz à effet de serre que chaque unité qu'on utilise avec notre système de culture, en plus d'économiser de l'argent, c'est 5 fois moins d'émissions de GES à chaque unité qui est assez intelligent fait produire par ton sol. Ce qui veut dire que pour nous, qui regardons notre suivi de GES d'émanation, bien, on tient beaucoup à ça, en plus d'économiser des sous. Les 20 dernières années, vous allez comprendre que c'est très long de monter à un niveau de matière organique. Ça nous a pris pratiquement 20 ans. On a des sols très bas en passant. Là, on a à peu près l'historique des terres en grande culture qu'on a acheté en 90, là, qui est la plus longue historique de grande culture dans notre secteur. Là. Fait que c'est les premiers leaders qui faisaient vraiment de la grande culture dans les années 60, fin 60. Fait que nous, quand on a acheté ça en 90, les matières organiques étaient tout en bas de 2. Fait qu'on est parti avec 2,4 de moyenne sur l'ensemble de la ferme que les spécialistes avaient suivi en 2002. Puis on s'est ramassé à 2,85, ce qui veut dire qu'on a gagné 0,5% de matière organique sur pratiquement 20 ans. On trouvait ça poche pour tout l'ouvrage qu'on avait fait. Mais il se paraît que juste le maintenir, c'est déjà quelque chose, puis de réussir à l'augmenter, c'est une autre étape. Puis un petit fait, dites-vous que quand on parle de résilience, 1% de matière organique, c'est 180 000 litres d'eau utile de plus pour vos plantes à l'hectare, ce qui veut dire 7 semi-remorques sur chaque hectare. Ce qui veut dire que là, on a gagné 3 remorques et demie sur chaque hectare d'eau utile et disponible pour nos plantes, avec ce genre de système-là. Dans les 20 dernières années, on était capable d'augmenter nos rendements de 15 %. On utilise 50 % moins d'azote minéral, 50 % moins de carburant. On a des champs plus verts et qui sont plus rentables. C'était notre objectif. J'ai fini. Là, On n'a pas eu le même mémo. ben, regarde, Harry, sa dernière photo, c'est juste ça pour avoir une femme qui est résiliente pour l'avenir. Ça marche. Oui, ben on m'a demandé aussi de me présenter. Donc, celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie Sanson. À la base, je suis agronome. J'ai aussi le très grand bonheur aujourd'hui. J'ai une ancienne étudiante dans la salle. Mais depuis 2021, je suis rendue professeure aussi adjointe au département des sols et de génie agro-environnemental
à l'Université Laval. Donc, je donne le cours de pédologie, donc genèse et classification des sols. Puis, dans mes recherches, ben, je m'intéresse beaucoup au cycle de la matière organique dans les sols agricoles, principalement les sols minéraux et sous grande culture et ou culture pérenne. Donc, je m'intéresse beaucoup au cycle du carbone et de l'azote dans les sols, que ce soit pour la lutte au changement climatique, mais aussi la résilience. Donc, comment on fait pour séquestrer du carbone dans les sols tout en gardant un sol qui est productif puis qui a une fertilité qui est élevée. Pourquoi la matière organique, c'est important et pourquoi je m'y intéresse? Bien, c'est vraiment la matière organique, la clé de voûte de plusieurs services écosystémiques rendus par les sols en contexte agricole. Donc, on apporte de la matière organique au sol. Bien, la matière organique, c'est une source d'énergie, aussi de nutriments pour tout ce qui est vivant dans le sol, donc micro-organismes, bactéries, champignons. On a parlé de l'importance des vers de terre aussi. Donc, tous ces petits organismes-là se mettent là, en activité quand on retourne la matière organique dans le sol. Et l'activité de ces organismes-là, bien, c'est ce qui permet aussi de libérer des éléments nutritifs qui pourront ensuite être prélevés par la plante. Donc, on a parlé de Paul qui a réduit là, la quantité d'intrants ou de fertilisants azotés. Donc, bien entendu, ce n'est pas étranger au fait qu'il ait été capable aussi d'augmenter le contenu en matière organique de ces sols. Ensuite, bien, il y a une partie des sous-produits de l'activité microbienne. Donc, quand les micro-organismes ils vivent leur vie de micro-organismes, bien, ils produisent des molécules dans le sol qui ont une grande affinité avec les particules minérales, donc par exemple avec les argiles. Et cette matière organique-là, produite par les micro-organismes, elle est riche en carbone. Donc, quand ce carbone organique-là va se lier aux particules minérales, peut être stabilisé dans le sol sur le plus ou moins long terme. Et donc, ben, cet apport-là de matière organique vient aussi contribuer à la lutte au changement climatique. Parce que, ultimement, le carbone qui vient se lier à la matière organique dans le sol, il provient de l'atmosphère, puis a été retourné au sol via la photosynthèse que font les plantes. Donc, ces petits complexes-là entre la matière organique et les minéraux, ça vient séquestrer du carbone dans le sol et ça vient contribuer aussi à l'agrégation des particules. Donc, quand on parle d'agrégats, ces petites structures organo-minérales dans le sol, ben, ça vient aussi protéger le carbone contre la dégradation. Mais il y a aussi plusieurs autres services de la part de ces agrégats-là. Donc, tout à l'heure, on parlait là, de résilience des sols qui sont plus en santé. Bien, un sol qui est riche en matière organique, c'est souvent aussi un sol, par exemple, qui est plus résistant face à la compaction, face à l'érosion, qu'elle soit éolienne ou hydrique. C'est un sol, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est aussi plus fertile. Ça va faciliter aussi un sol avec une meilleure condition physique, un meilleur mouvement d'eau. Donc, autant la capacité de rétention en eau, dont Paul a parlé tout à l'heure, que aussi le fait que ce soit un sol qui se ressuie mieux après un gros coup d'eau. Alors, de plus en plus, on le vit. Il y a un débalancement là, dans les patrons de précipitation ces dernières années. Donc, des fois, on a des gros coups d'eau. Des fois, on vit des périodes de sécheresse qu'on ne vivait pas avant. Bien, un sol qui est plus riche en matière organique, c'est aussi un sol qui est plus résilient face aux aléas climatiques qu'on vit de plus en plus. Donc, c'est quoi un bon taux de matière organique dans les sols? Bien, on nous parle souvent du fameux 4 4 aussi là, auquel on réfère là, dans le terme du plan d'agriculture durable du gouvernement du Québec. Puis moi, je me suis toujours demandé, ouais, mais pourquoi? Parce que un sol argileux, c'est naturellement beaucoup plus riche en matière organique, par exemple, qu'un sol plus sableux. Et vient d'où ce fameux 4 %-là? Ben, ça vient d'un chercheur d'Agriculture agroalimentaire Canada. J'ai fini par trouver la référence là, qui date des années 90. Monsieur Larney. Donc, M. Larney est allé chercher des sols d'un peu partout au Canada, puis bêtement, je dis bêtement, c'est pas bien fin, là, mais en tout cas, il y a juste une petite relation comme ça là, entre le contenu en carbone organique du sol et le rendement cumulatif sur ces sols-là. Et finalement, ce qu'il a observé, c'est qu'il y avait vraiment un point d'inflexion, un moment où on voyait que, dans le fond, le rendement cumulatif baissait à partir d'un certain niveau de carbone dans les sols. Puis, quand on utilise le facteur de conversion pour mettre ça en pourcentage de matière organique, ben, ce point d'inflexion-là se retrouve à 3,4 %. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que de façon très, très générale, avec cette banque de données qui est utilisée à travers le Canada, bien, ils voyaient qu'en deçà de 3,4 % de matière organique, de façon générale, peu importe le contexte pédoclimatique ou le type de sol, bien, on pouvait s'attendre à une influence négative assez significative sur le rendement cumulatif des cultures. Maintenant, on parlait tout à l'heure de l'étude sur l'état de santé des sols agricoles du Québec. Marc-Olivier est là, d'ailleurs. On peut souligner, oui. Il pourrait nous en parler davantage. Mais bon, ce que le rapport nous dit en général, puis Marc-Olivier, si jamais on dit des bêtises, tu nous corrigeras, s'il te plaît.
Mais c'est sûr, c'est pas la majorité de nos terres non plus pour le moment qui sont sous les 4 %. Mais on parle quand même d'une espèce de 25 %. C'est bien ça, Marc-Olivier? OK. Donc, ce que Marc-Olivier nous dit, c'est que selon les données, chez les producteurs, on serait à 25 % avec l'échantillon couvert par les sacs, le pourcentage est un peu plus faible, mais quand même, ça donne une idée là, de l'ordre de grandeur. Donc, environ le 20-25 % peut-être de nos superficies agricoles au Québec qui seraient sous le seuil des 4 %. Après, oui, la matière organique, c'est important, puis j'arrêterai pas de le dire parce que moi, je fais mes recherches là-dessus. Fait que c'est sûr que j'ai un petit parti pris. Mais il faut faire attention parce que, tu sais, je sais pas si sur les bancs d'école, vous avez déjà vu là, ce fameux baril-là là, qui ramène à la loi de Liebig. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Ben, moi, quand j'étais jeune, puis je suis sûre que vous autres aussi, quand j'étais jeune, j'aime penser que je suis encore pas trop vieille, mais en tout cas, quand j'étais plus jeune, mettons, on nous montrait la loi de Liebig comme ça, puis la planche la plus faible là, qui limite le rendement, c'était toujours le M, hein, l'azote minéral. C'était toujours ça. Mais la réalité, sur le terrain, c'est pas toujours ça. La réalité, c'est que la planche la plus basse, oui, ça peut être ton azote minéral, mais ça peut être aussi ton contenu en matière organique. Ça peut être aussi la quantité d'eau disponible pour les plantes. Ça peut être le fait que tu as de la compaction puis que tes racines ne sont pas capables de pénétrer la couche compacte. Ça peut être des problèmes d'aération. Donc, l'idée, dans le fond, comme ils l'ont dit aussi, c'est d'y aller logiquement avec la condition chez nous, puis pas seulement à l'échelle de la ferme, mais aussi à l'échelle de la parcelle. Donc, c'est de se demander la planche la plus faible qui vient limiter mon rendement. Qu'est-ce que c'est? Puis pour faire ça, ça prend cette ouverture-là, d'être capable de sortir la pelle des fois, d'être capable de parler à nos collègues, regarder ce qu'ils font chez eux. Mais c'est vraiment d'avoir une vision plus systémique, plus intégrée pour être capable vraiment d'identifier spécifiquement à l'échelle de la parcelle c'est quoi l'élément limitant, puis c'est quoi les pratiques que je peux prendre pour aider finalement à bâtir cette planche-là qui est limitante pour mon rendement. Puis c'est important de garder en tête qu'il y a d'autres solutions que les intrants. Je ne suis pas en train de démoniser les intrants, bien entendu, mais qu'il existe des solutions qui sont en lien justement avec la santé des sols et que trop souvent, on oublie de regarder tout ce qu'il y a autour des intrants et de la fertilisation minérale. Des fois, ça ne sert à rien d'ajouter de l'azote minéral si au final, ce que j'ai, c'est un problème de compaction, de mouvement d'eau dans mon sol. Donc, nous, notre équipe, oui, s'intéresse beaucoup au cycle de la matière organique dans les sols agricoles du Québec. Donc, on étudie les cycles du carbone et de l'azote, principalement, comme je l'ai dit, dans les sols minéraux. Aussi dans une approche qui est très transdisciplinaire. Donc oui, on s'intéresse à la séquestration de carbone, mais aussi en parallèle aux émissions de gaz à effet de serre, au cycle de l'azote aussi, pour être capable de s'assurer que les pratiques qu'on met de l'avant maintiennent aussi la capacité du sol à fournir de l'azote et des éléments nutritifs à la plante. Puis, on a un gros laboratoire, là, on est près d'une 20aine dans mon laboratoire, donc on travaille aussi de façon multi-échelle. Donc, j'ai des étudiants qui travaillent vraiment là, dans un petit cabinet de croissance en conditions contrôlées pour comprendre les processus à l'échelle micro là, qui viennent influencer la fertilité du sol. Mais on a aussi, en parallèle, des projets là, qui couvrent l'ensemble de la province. Donc, c'est peut-être, en fait, quelques-uns là, des visages que vous avez vus cet été, mais mon équipe est impliquée là, beaucoup dans l'initiative de laboratoires vivants. Donc, on est dans les 2 laboratoires vivants, Racines d'avenir puis Les Carboneutres. Et donc, on a sillonné la province, cet été. J'ai sorti des petites stats ici. On a visité 59 fermes dans 9 régions administratives différentes, avec des zones d'échantillonnage qui s'étendent sur environ 530 kilomètres. Puis en ce moment, au laboratoire, on a plus de 2000 échantillons de sol qu'on est allé chercher à travers toute la province, jusqu'à une profondeur de 1 mètre chez les producteurs participants. Puis l'idée derrière ça, dans le fond, c'est d'aller faire des analyses pour voir c'est quoi l'état actuel de nos stocks de carbone dans nos sols agricoles. Donc, on a pris des échantillons dans les champs, mais aussi dans des bandes, dans des forêts ou dans des bandes, des bandes riveraines adjacentes pour essayer de voir, dans le fond, c'est quoi la différence entre ce sol-là sous conditions naturelles, sous conditions cultivées. Puis ça nous donne aussi une espèce d'idée du potentiel d'accumulation. Donc, comparativement à un milieu naturel, mon sol en est où par rapport à ces stocks de carbone, non seulement en surface, mais aussi en profondeur. Donc, c'est comme une espèce de petit portrait global là, qu'on essaie de dresser. Puis, dans le cadre du laboratoire vivant, on va y retourner dans 5 ans. Ça va nous permettre de voir aussi avec les changements climatiques, notamment, ça peut être quoi, finalement, la dynamique d'évolution des stocks de carbone en surface et en profondeur à travers la province sous différents types de sols et de gestion des cultures.
Et donc, tout ça en vue, finalement, de mettre de l'avant l'importance de maintenir un sol sain et fertile, pardon. Donc voilà, j'aimerais rappeler, là, juste pour finir, que justement, souvent, on focus là, sur la fertilisation minérale, mais en réalité, quand on regarde ça dans les études, on se rend compte que même pour une culture qui est fertilisée avec de l'engrais minéral, quand on analyse la plante en fait de saison, on se rend compte que plus de 60 de l'azote qui a été prélevé par la culture ne provient pas de l'engrais appliqué l'année même, mais provient plutôt de la réserve du sol. Donc, le sol, ça reste quand même le principal garde-manger pour les cultures, même pour les cultures qui sont fertilisées avec de l'engrais minéral. Et donc, ça nous rappelle vraiment l'importance, finalement, de peut-être repenser un peu notre façon de faire pour chercher à nourrir le sol plutôt que nourrir directement la plante. C'est un service qu'on se rend notamment pour les années futures. Puis ça nous permet aussi de bâtir là, la durabilité puis la résilience de nos entreprises. C'est une très belle conclusion. Je suis obligé. J'ai fini. Ah, OK, super. Super, mais je pense, après avoir écouté ces témoignages-là, j'aurais des questions, mais je pense si dans la salle, vous avez des questions, finalement, vous avez vos entreprises, qu'est-ce qui vous interpelle là-dessus? Qu'est-ce que vous pourriez aller chercher, par exemple, de l'expérience de nos conférenciers? Moi, j'aurais peut-être une petite question rapide parce que finalement, la prise de risque, elle est toujours chez l'agriculteur. En général, c'est lui qui est en première ligne. Et ma question rapide pour les 3 agriculteurs, c'est est-ce que vous pourriez nous résumer un peu vos bons coups, un bon coup, 1 ou 2 bons coups, puis 2 trucs là, que je dis, oh, je m'en suis pété pas à peu près. Parce que vous êtes tout le temps en avant de en avant de la parade. Là. Si je commençais avec vous, Eric, vous avez mentionné la culture de maïs pour vous, là, c'était, vous l'avez vu au niveau des intrants, vous l'avez vu. J'imagine que vous avez fait vos calculs aussi. Dire, OK, je m'en vais vers le blé d'automne. Qu'est-ce qui a fait que. C'est quoi qui a déclenché Ben là, il y a deux questions. Là. Le bon coup. Mais comme vous n'avez pas beaucoup de temps, je vous le donne. Oh, non, je comprends. Mais le bon coup, c'était de vendre la charrue PR, ça, définitivement. Là, ça, mais c'est plus facile à faire. Non. Tu sais, qu'à faire, mais ça dépend où est-ce que je m'en allais aussi. C'est parce que j'écoutais parler de monde, puis je pensais à d'autres choses, dans le sens que, tu sais, c'est bien beau, j'écoutais les parcours de tout le monde, mais là, vous avez vu, là, pas les cheveux blancs, moi, je n'ai plus, lui, il est foncé. On n'est pas toutes, les entreprises sont pas toutes dans le même timeline, là. Tout à fait. Ça aussi, là, c'est important, là, parce que là, on dirait, j'essaie de prévoir la prochaine question aussi, qui est à peu près ce que je m'attendais. Mais ce qui est difficile aussi, c'est dépendamment où est l'entreprise, là. Moi, j'ai commencé ma transition début. Je suis revenu sur la ferme. Bon, j'étais sorti de l'agriculture une dizaine d'années. Je suis revenu en 98. On a tout de suite parti un transfert de ferme. Puis moi, tout de suite, j'ai dit parfait, on fait un transfert semi-direct. Le bout le plus dur n'a pas été de vendre la charrue. Le bout le plus dur était à un moment donné de mettre des cadenas sur les portes de garage, là. Pour pas que le monde parte labourer puis arcer. C'est les discussions autour de la table. Ça part là. Ça, c'est tant qu'à moi, y repensant, c'était le bout parce que la ferme était conventionnelle dans ses pratiques, conventionnelle dans tout, là. Puis c'était les pratiques de l'époque aussi. Puis une ferme laitière assez standard. Le fumier s'étendait derrière le tas, là. Puis le champ d'ensilage, c'était celui à côté du silo, là. Fait qu'un bon coup, ça a été d'arrêter la charrue. Ben ça, c'était des bons coups. Mais tu sais, après ça, ce que j'aime bien dire aussi, des erreurs, je n'ai jamais faites. C'est tout, ça l'aide, là. Quand tu es dans un processus, ça donne une grosse chance. Mais j'ai fait des expériences qui ont bien mal viré, par contre. C'est ça, j'en ai une peine autre, là. Fait que ça aussi, mais faut pas arrêter, tu sais, parce que chaque entreprise est différente. Tout à fait. Elle n'est pas au même cycle de vie. On l'a vu, puis je trouvais ça intéressant tantôt ce que Billy disait. Chez eux, le maïs, tu sais, puis quand je joue au monde, là, hey, il fait plus de maïs. Tu sais, techniquement, je suis en Montérégie, là. Là, le monde, je l'ai voué là, dans la salle, ça s'appelle l'asile, puis il dit, regarde, j'ai trouvé, ça. J'ai trouvé votre gars, je vais le retenir. Tu sais. Mais c'est intéressant. Billy est plus proche un peu de Saint-Hyacinthe que moi. Le secteur est différent, puis je connais très bien Billy. Là. En aucun temps, c'est son crayon, il y a un aussi bon crayon que moi. Chez nous, le maïs, en termes de rentabilité, n'était pas là. Puis, il y a une ferme à Saint-Théodore d'Acton, qui n'est pas loin de chez nous, un producteur que je connais bien. Lui aussi, 2025, zéro maïs. 1200 hectares. Là. Ça, ce que ça m'envoie comme message, les secteurs. Fait que chaque entreprise est différente, elle n'est pas à son même cycle de vie. Je reviens
aux expériences qui ont mal tourné, d'où l'importance, chacun chez nous, de devenir notre petit laboratoire vivant. Après ça, s'appuyer ses collègues, s'appuyer sur Les seuls. non, mais là, parce que là, je me rappelle de son nom qu'elle avait donné tantôt. Puis jouer Marie-Ève, s'appuyer là-dessus. Fait que là, après ça, ça devient plus des mauvais coups. Ça devient juste souvent une erreur qui va tourner mal. Tu corriges un peu, puis tu trouver un objectif. C'est quoi l'objectif? Dans mon cas, moi, puis je me suis jamais caché pour le dire, au départ, là, 25 ans, c'est des objectifs pécuniers. Strictement pécuniers. Je suis très pécunier dans ma vie. On le voyait, là, puis Paul en a parlé un peu. C'est pour ça que ça me faisait rire d'entrée de jeu, là, cultiver, puis être riche, là, fin des années 90, début 2000, quand je suis revenu sur la ferme, on n'était pas là, là. On n'était pas là. Ça roulait bien, une ferme laitière qui roule bien, mais tranquillement, pas vite, on le voyait, là. On voyait émerger des programmes, payer vos intrants dans un mois, payer vos intrants dans 6-7 mois. Là, à un moment donné, tu te rendais compte que les intrants, tu as payé un peu plus tard, puis oups, soudainement, le printemps, tu trouvais que le printemps venait vite à un moment donné. Là, moi, c'est là, à un moment donné, c'est ça cultiver début des années 2000, ça marche pas. J'ai dit, bon, là, j'ai la chance d'assister à des formations. On a fait, Paul en parlait un peu, formation du semi-direct, offert par le MAPAC. Là, il y avait des producteurs de l'époque qui venaient faire des témoignages, un peu comme qu'on fait là. Il y avait des jeunes producteurs de l'époque, là. Jouer Jocelyn, là, à l'époque, il y avait des cheveux qui étaient là. Ouais, à l'époque, qui était jeune. Fait qu'on s'était appuyé sur des gars comme ça à l'époque. Fait qu'on a fait notre propre cheminement. Parfait. Mais l'idée de base, c'était de se trouver un objectif. Puis, de fil en aiguille, quand le processus était bien établi, c'est là que, par la bande, on s'est mis à découvrir toutes on va appeler ça les vertus agronomiques, les vertus agro-environnementales. Puis, c'est devenu un mode de vie, un mode de travail. C'était plus des efforts, c'était juste la continuité. On est rendu, bon, on l'a vu par les rotations, on a un setup de plantes de couverture. On sème toutes nos terres. Chaque hectare est pratiquement semé 2 fois toutes les années. Mais on est rendu quasiment aussi primé de semer nos céréales, de semer nos couverts l'été, que quand les flags du printemps, le flag vert du printemps se lève, on est sur le bord du garage tout le temps. C'est rendu notre thinking quotidien. Fait que le bon coup, c'est juste de l'essayer. C'est juste d'établir notre objectif. C'est d'en jaser avec notre gang. C'est un coup qu'on a établi l'objectif, mais après ça, on se fait des essais. Et des petites parcelles qu'on essaye, mais des fois sur le bord du chemin, sur le bord du rang, tu ne fais pas derrière le bois. Parce que ça t'amène une obligation de rendement. Là. Quand tu es sur le bord du chemin, les voisins le voient, puis bon, là, tu n'as pas le choix de performer, ça t'oblige à y aller. Tu as un setup derrière le bois, bien ça ne vaut vraiment rien. Là. Mais, merci, Éric. Ce qu'on comprenait rapidement, en tout cas, Billy, c'était, vous, un des gros problèmes, ça a été la compaction, le poids de la machinerie. Puis vous avez fait ensemble, on voyait bien sur votre présentation, réguler ça là, un peu. Ça a été ça, un des grands défis, on peut comprendre? Ouais, ben, c'est un des défis là, en travaillant moi le terrain. Là, c'est sûr que ça l'a amené à ça. Là. Mais quand tu parles des bons coups, je pense qu'une des choses, c'est quand on établit vraiment un programme de rotation précis pour les champs. Donc là, ça l'amenait vraiment une planification à long terme plus facile. Puis là, d'année en année, ben là, c'est plus facile de planifier tes travails de terrain. Justement, si tu veux être en travail réduit, bon, comment on va gérer ça. Donc, ça, je pense, ça a fait une bonne différence quand on a établi ça. Puis, nous, on n'est pas mur à mur. Je me rappelle, là, je sortais de l'école, puis tu allais à une conférence, c'était Roger Rivet qui était là, puis il disait choisissez votre religion, si c'est conventionnel, mais labourez comme il faut, puis si c'est semi-direct, ben, faites votre semi-direct comme il faut. Peut-être que ma génération, là, on est moins pratiquant. J'aime pas ça trop travailler le terrain. On voit les avantages à long terme vraiment quand on est en travail réduit, quand on est en semi-direct. Mais moi, mon thinking, c'est d'être capable vraiment de me virer de bord selon les situations. Là, on voit avec la météo, là, on a des extrêmes d'un côté à l'autre. Donc, on a quand même nos équipements pour être capable de faire face là, à une situation qui ne serait pas prévue. Mais c'est sûr, on fait du strip-till. Ça, je trouve que c'est vraiment un beau entre-deux. Surtout quand on a notre année maïs sur maïs, on n'a pas même le choix de faire un travail de sol.
Mais tu sais, dans les mauvais coups, c'est peut-être une des situations que quand on est arrivé dans nos terres plus argileuses, là, en travail réduit, on a essayé des choses, là, on a un petit peu reculé parce que ça ne fonctionnait pas aussi bien que dans mes longues. Donc, c'est vraiment de s'ajuster là, selon nos situations. Puis on est en apprentissage constant. Là. Je suis convaincu qu'avec les années, on va trouver des façons, ces terrains-là, de travailler moins, mais peut-être différemment qu'avec mes longues, puis que ça réussisse aussi bien. Là, mais c'est un peu ça. Merci, Billy. Paul, Oui, rapido, je je vais y pense. aller rapide, mais les meilleurs coups, Billy vient de le dire, mais on l'a fait dans notre cheminement, c'est d'avoir la capacité de reculer quand notre objectif est soit il ne fit pas avec le sol qu'on a là, de reculer, de revoir pourquoi ça ne marche pas, puis trouver les raisons après, puis comment en revenir. Tout le temps regarder le même objectif. C'est pas parce que tu veux aller à quelque part que parce qu'il y a un accident sur la route qui s'arrête. Faut juste que tu. Puis ça, on l'a fait, nous autres, parce qu'on était partis dans le. J'ai déjà écrit là-dessus, mais on est parti dans le semi-direct pour les mauvaises raisons au départ. À un moment donné, on a arrêté parce qu'on était en train de manger nos bas. On s'est tout replacé, puis après ça, on est revenu. Mais on savait pourquoi on revenait. Puis un mauvais coup, que je vais vous dire, dans mon trip de trèfle, dans du blé d'Inde, il faut choisir les bonnes plantes l'année suivante. Quand tu tripes sur le vert, tu vois des photos partout sur Facebook, là, puis tu vois du blé d'Inde avec du trèfle dans le milieu. Mais un trèfle biannuel qui pousse en plein milieu de 2 rangs de maïs, une plante annuelle, ça nous a coûté cher une année. Ça faisait beau, le semis était super beau. Puis quand il a manqué d'eau, ben c'est comme un divorce. Mais celui qui est parti, c'est le plus fort des deux. C'est le trèfle, faisait un an qu'il était là, lui, il a tout pogné l'eau. Puis le blé d'Inde, il a tout frisé. Il était super beau, là. Fait que là, on a comme accéléré l'effet sécheresse. Ça nous a... Fait que faut que tu connaisses les plantes que tu mets là, pourquoi tu les mets. Puis Éric l'a dit aussi, prenez le temps de vous faire des places pour vous asseyer chez vous. C'est vrai, le plus proche du chemin possible pour que tout le monde puisse critiquer en même temps. Ça, c'est correct. Parce que tu peux peinturer, tu es plus proche avec la cadette, tu veux te mettre vert. Non, mais pour au moins évaluer avec le type de sol que j'ai, tu sais, ce qu'Éric fait chez eux, regarde, tu vois-tu, ils sont pas nécessairement loin. Ouais. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas une question, ben là, t'as dit telle affaire. Non, ça, c'est chez nous. Je pense que dans l'ensemble, en général, on a souvent tendance à suivre le troupeau, mais il faut vivre avec le type de sol qu'on a, la structure qu'on a, puis comment qu'on est fité. Regarde, ils ne sont pas nécessairement loin. Puis je suis sûr que Billy, c'est le tout compté. Là. Son maïs, c'est plus payant. Moi, chez nous, c'est le blé. Puis regarde, lui, c'est d'autres choses. Fait que c'est chacun chez vous, chacun chez eux, les agriculteurs, mais prendre le temps de. Hey, regarde, petit pit, on met des drapeaux, on met ses sites, on l'essaye. Celui-là, on l'arrose. Celui-là, on ne l'arrose pas. Tu sais, des fois, tu veux réduire les herbicides, mais à un moment donné, si tu te bats qu'une biannuelle, là, au travers d'un champ d'une annuelle, là, ça, elle l'est faite. Je le dis à tout coup, je vais à quelque part. En tout cas, je ne le conseille pas, mettons. Faites-les pas trop grands le premier coup, vous allez triper. C'est par étape. Oui, Par étape. Le petit pas, le petit pas. Je peux juste me permettre de faire du pouce un peu là-dessus parce que c'est assez parlant là, ce que tu as dit, Paul, par rapport aux cultures de couverture puis les besoins en eau. Mais c'est sûr aussi que quand on essaie une affaire, une année, bien, des fois aussi, on tombe mal puis les conditions climatiques n'étaient pas favorables avec la nouvelle pratique qu'on essaie d'implanter. Mais une année différente, ça aurait donné quelque chose de différent. Tu sais. Fait que c'est sûr que si on tombe sur une année sèche puis on a une culture de couverture qui est là pour pomper l'eau en masse, ben oui, cette année-là, on peut avoir un problème sur notre une culture principale, mais ça ne veut pas dire que, de façon générale, ça avait été une année plus, entre guillemets, normale. Ça aurait été le cas aussi. Fait que c'est de garder cet aspect critique-là aussi. Puis comme je le disais tantôt, de faire une analyse plus systémique et intégrée, de prendre compte de tous les facteurs qui peuvent influencer finalement le résultat qu'on observe. Puis après une année, de ne pas se décourager en se disant, bon, ben ça marche pas ou... Ça, ce que je voulais dire par là, c'est que maintenant, justement, l'idée de pomper l'eau, quand on voit que le printemps... Parce que notre trèfle est tout vivant, on le tue pas. Oui. Fait que le printemps, si on voit que le printemps est en retard, puis que ça ne veut pas décoller parce que c'est mouillé partout, on laisse rouler le trait. C'est ça. Parce qu'il pompe. Il assèche le sol. Ouais. Quand on juge que là, la fenêtre du... On est tout le temps sur le maudit 14 jours, ça ne marche pas tout le temps, mais on regarde les 14 jours sans météo, puis on regarde ce qui s'en vient. Puis là, quand on voit que la température du... Moi, j'appelle ça le gâteau, mais quand la température du sol commence à lever régulièrement, ça veut dire que là, ta température s'en vient vers le 10 degrés Celsius, constamment, pas juste une journée qui fait bien beau, puis ça descend. D'autres, on a un truc, là, quand on veut que notre station météo nous donne une augmentation de température de sol, puis qui est constante, 2, 3, 4, 5 jours, puis on regarde les 14 jours, on dit, OK, on défolie le trèfle, là, on l'arrête. Sa job est faite à lui. Le temps de l'arrêter, qu'il pompe ce qu'il y a en partant avec les meubles, puis tout, par le divorce, là. Et là, le maïs, on va avoir le temps de le semer, puis lui, il ne sera plus là pour...
il sera plus là pour pomper, compétitionner ma plante. Ce qu'on n'avait pas fait l'année qu'on n'a pas réussi, parce qu'on s'est dit, hey, c'est hot, c'est tout vert dans le milieu, mais c'est pas marché. Ça n'a pas bien été. Vous m'amenez, avant de passer la parole, vous m'amenez sur une question. Tu sais, tu as insisté sur l'importance de la matière organique. Pouvez-vous nous dire c'est quoi le ratio ou l'importance? Mettons, j'ai une canicule de 3 semaines, là. Si j'ai tant de matière organique dans mon sol, c'est un réservoir d'eau. Mon sol est une éponge en trop quand il y a trop de pluie. Mais comment ça fonctionne exactement? Combien j'ai de réservoirs? Tu l'as mentionné un peu, mais mon entreprise peut être à l'abri d'1 semaine, 2 semaines. J'ai combien de réserves dans mon sol d'eau? Vas-y, toi. Ouais, ben là, je donnerais plus. J'aurais dit, ça dépend des types de sol. Exactement. Ben, c'est ça. Ça serait quelque chose à Essentiellement, les considérer. sols. Oui, c'est sûr, c'est quelque chose à considérer. Puis, par exemple, un sol plus argileux va avoir en soi, de façon intrinsèque, de par les particules minérales seulement, une plus grande capacité de rétention en eau qu'un sol qui est plus sableux. Après, ce que ça veut dire aussi, par exemple, c'est que c'est peut-être encore plus critique de garder un bon taux de matière organique dans un sol sableux, même si c'est difficile. Pourquoi? Parce que le sol lui-même a plus de difficultés à le faire. Et donc, il va dépendre davantage de la matière organique pour être capable de maintenir cette réserve en eau utile-là. OK. Oui. Mais tu sais, à la base, on parle de santé des sols, là, parce que le terme de santé des sols, là, on est sur une belle vibe. Là. Mais tu sais, je trouve toujours ça curieux. On parle pas de la santé du monde, c'est acquis. Tu sais, un sol en santé, c'est la même chose qu'une personne en santé. Un athlète. Ben, pas besoin. Moi, je suis pas ça. Je suis un athlète de regarder. On serait possiblement en santé. Bon, je m'attends pas que vous couriez de marathon demain, mais je prends pas qui que vous êtes en santé. Pour répondre à la question, c'est chaque sol, chaque situation est bien différente. On prend, là, je regarde les 3 personnes devant moi, les monsieur, puis lui est plus jeune. Je prends pour qui sont tous en santé, mettons. Ils partent, ça vont faire le journée au bureau, on coupe la clim. Ils vont chacun vivre avec, puis il fait 40 dehors, le bureau a les fenêtres, un beau setup, un bureau sur le coin, là, puis des fenêtres, là, OK? Ça part, là, puis le soleil part à l'est, puis on tourne jusqu'à 4 heures, OK? Ils ont leur journée à faire. Ils sont en santé, ils vont traverser leur journée, on va leur fournir de l'eau. Chacun va la traverser à son rythme, vont peut-être perdre 1 ou 2 livres chacun, dépendamment. Mais tu sais, c'est individualisé, mais ça reste que un sol en santé où ce qu'on va chercher, c'est de la résilience. On va chercher de la résilience. Tu sais, avant, quand on a commencé nos transitions, là, après 5 ans, on voyait des steps. Là. Tu sais, je parle de transition semi-direct, là, plan de voiture, bon, tout l'ensemble de la patente. Après 5 ans, là, on voyait un step. On se rendait compte, ouais, regarde donc, petit gars, mes terres commencent à être plus stables. On n'avait pas tout à fait les mots pour l'exploiter. Après ça, on tombait dans le step du 10 ans, du 15 ans. Mais qu'est-ce qu'on se rendait compte? C'est qu'on n'avait plus de variation sur les rendements. On n'avait plus de bonnes années puis mauvaises années. On avait juste des années qu'on appelait correctes. Des bonnes années, du moins, c'est qu'on avait été chercher une stabilité. Et cette stabilité-là venait de notre résilience parce que notre sol était rendu en santé. On avait magasiné de la résilience, puis on s'était acheté de la résilience, on s'était acquéri de la résilience. Fait qu'on était capable de faire face aux aléas de la température, aux aléas du moment, dépendamment du timeline de l'entreprise. Fait que c'est la même chose pour une personne. Mais pour répondre à la question pure et dure, il n'y aura pas, je pense, de bonne réponse. Ça va dépendre de chacun de nos types de sol, chacun de nos rotations, des plantes en service en ce moment-là, de la météo. Mais l'idée, c'est au moins, on peut s'appuyer sur cette résilience-là que le sol nous donne. Puis ça c'est le bout important. Puis on le voit avec les changements climatiques. Les 3 dernières années, il n'y en a pas une de pareille. Oui, les 2 dernières mouillées gros, mais pas au même moment. Ouais. Mais si on n'aurait pas eu cette résilience-là, écoute, la game serait ailleurs. Là. Tu sais, on parlait d'être riche tout à l'heure. Là. La richesse vient de là, parce qu'on peut s'appuyer. Je peux vous dire, doré, sans trop me tromper, on est en 2025, je vais vous dire déjà les tonnages de grains que je vais avoir à vendre cet automne par mes hectares, parce que je le sais, mes rendements sont là. Je peux même déjà vous dire, en 2028 et en 36, si je me rends là, ça va être quoi à peu près mes rendements? On va chercher une stabilité, on monte au rythme, les hybrides veulent bien monter, mais on n'a plus de grandes variations parce qu'on a cette résilience-là. La richesse, elle est là. Merci. Est-ce qu'il y en aurait, on va passer là, aux questions dans la salle, est-ce qu'il y en aurait qui auraient des questions pour nos conférenciers?
Ce qu'on va faire pour la période de questions, je vais passer le micro. Puis vu que vous êtes déjà debout, prête, je vais passer le micro. J'ai une question pour Marie-Élise. Est-ce que dans vos échantillonnages, vous avez mesuré le nombre de vers de terre, la population, les types? Avez-vous noté ça dans votre... C'est une très bonne question. On a la chance déjà d'avoir un bon budget sur ce gros projet-là là, qui est financé, entre autres, par le gouvernement fédéral. Par contre, pour nous, de mobiliser des équipes comme ça, puis d'aller, ça nous a pris facilement 3 mois et demi, là, faire le tour des fermes, puis on a fait seulement 2 champs par ferme. Donc, on parle de montants vraiment substantiels, puis en termes de temps, c'est très, très long aussi. Donc, nous, spécifiquement, notre mandat était autour du carbone du sol. Donc, dans le cas spécifiquement des laboratoires vivants, on ne s'est pas intéressé aux vers de terre. Par contre, je suis aussi co-responsable d'un essai de longue durée à Saint-Augustin, là, près de Québec, en périphérie de Québec, où on compare le 20 itinéraires techniques de production différents en grande culture, combinant différentes intensités de travail du sol, gestion des résidus de culture, des différentes sources fertilisantes, à la fois minérales et organiques. Puis dans ces essais-là, il y a eu des relevés de vers de terre qui sont en train d'être analysés. Donc, quelles combinaisons de pratiques vont aller influencer finalement à la fois la quantité, mais aussi la diversité des vers de terre qu'on peut retrouver dans le sol. Puis ce qui est vraiment super avec cet essai-là aussi, c'est que les traitements sont répétés depuis 2009 sur 2 sols à texture très, très contrastée. Donc, on a ces 20 traitements-là, à la fois sur une argile limoneuse et sur un loam sableux. Puis on voit des réponses assez différentes là aussi selon le type de sol. Encore une fois, là, donc les sols vont réagir différemment dépendamment de leur texture à une même combinaison de pratiques, par exemple. Super. On va passer à la prochaine question. Puis là, ce que je vais faire, je vais passer le micro, comme je vous disais, puis je vais séparer la salle en 2 parcelles. Je vais faire des rotations. Donc, un côté, je vais faire une rotation avec l'autre pour rester dans le concept. Donc, de ce côté-ci, OK, je vais passer le micro. La question est pour Paul Caplette. Tu m'as intriguée avec les bandes de lin que tu as parlé dans le baie d'automne. Moi, j'aimerais en savoir plus là-dessus. Puis juste me confirmer que ton trèfle rouge, tu le sèmes en même temps que ton blé d'automne, l'automne d'avant. Pour commencer, la clôture à neige de lin, c'est semé dans des cultures courtes, surtout pour les pois de conserverie qui sont toujours récoltés en mi-juillet. Ça veut dire que le lin va être semé en rangée de, mettons, on les met en 60 pouces, là. Jusqu'au 15 août, ça fonctionne. Mettons chez nous, pour avoir une bonne longueur, jusqu'au 15 août, il faut avoir la fenêtre. Il faut se créer la fenêtre pour installer ça. Puis le blé d'automne va être semé, exemple, comme début septembre là-dedans. Puis on ne s'occupe pas du lin. Là, on passe au travail, puis on l'écrase un peu, mais il finit quand même par faire un bon travail, puis venir à une certaine longueur. Puis un truc qu'on a trouvé, c'est pour ça qu'on s'est mis en 60 pouces, c'est que pour qu'il pousse encore plus vite, pour étirer jusqu'au 20 août, parce que les agriculteurs, souvent, ont laissé la date, là, pour venir dans le bout qui viennent assez long, on le sème plus dense. Fait que quand le sement est plus dense, il a tendance à s'étioler et à venir le plus long possible, parce qu'on ne veut pas de grain, dans le fond, on veut juste la plante qui soit là. Puis la propriété du lin, mais c'est vraiment une plante qui est droite, qui reste droite avec la neige, qui ne tombe pas. Pas comme de l'avoine ou comme d'autres plantes. Ou la comparable à ça qu'on peut faire, quelqu'un qui fait du canola comme Eric, ça, c'est super beau couvert aussi pour capter la neige. Puis quand vous me parlez du trèfle, le trèfle est semé au printemps en petit. Moi, je le fais en VTT, mais il y en a qui le font avec des drones ou des tracteurs. Mais souvent, je vais y aller en mode vasage, ce qui veut dire qu'il faut que le terrain soit capable de porter le 4 roues. Mais quand tu arrives à 8-9 heures puis ça veut dégeler, tu te ramasses dans un rond de boîte. Là, fait que c'est se lever à 4 heures le matin, le stock mélangé, j'embarque avec mon habit de skidoo, puis je chame avec un GPS, tout par vasage, mon trèfle en petit VTT, avec un petit appareil pneumatique, là, autant un 2 lames. Moi, chez nous, c'est un APV, mais autant un 2 lames, un PV va faire la job. Là. Puis on réussit 9 années sur 10. On fait un mélange. Moitié trèfle rouge, moitié trèfle UA. Mais là, le trèfle UA, je vais arrêter d'en parler parce que c'est trop cher, tout le monde en met, je pense. Il a doublé de prix, je pense. Mais ça fonctionne très bien. Merci, Paul. Donc, je vais prendre de côté ici de la salle une question. Oui. Oui, madame. Je passe le micro. Bonjour. La question est pour Paul Caplette. Si vous continuez avec l'histoire du trèfle, là, après ça, il devient quoi? Puis comment vous le détruisez? Puis comment, après ça, vous ressemez dedans? Oui, c'est-à-dire que
Les gens de bio font ça. Avant, on le laissait dans la paille de blé. Après le battage, le trèfle, il est là. Mais je sais que les gens bio font ça, puis on a copié sur eux autres. On copie bien des affaires que ces gens-là, ils ont d'autres façons de travailler. Fait que maintenant, si la paille ne sort pas, on va vraiment prendre le chopper, puis on va aller rabattre les tiges de blé le plus proche possible du sol pour laisser de la lumière au trèfle. Puis là, lui, il va partir. Il va pousser toute l'automne. Puis nous autres, maintenant, au début, on le détruisait à l'automne parce qu'on avait peur au printemps suivant, mais depuis 5-6 ans, maintenant, on le laisse passer l'hiver dans le champ. C'est quasiment un champ de foin. Et il y a 2 avantages à ça, c'est que le sol reste couvert. Deuxièmement, étant donné qu'il est encore vivant, ben il laisse pas partir l'azote que dans ses tissus tant qu'il n'est pas tué. Fait que quand on va arriver au printemps suivant, jusqu'à temps qu'on ait le deadline vraiment d'un 10-15 jours avant la date de semis qu'on commence à sentir, là, on va aller faire une défoliation. Le glyphosate n'a pas d'influence sur du trèfle. Là. Nous autres, on fonctionne maintenant avec l'Eragon. L'Eragon, c'est vraiment un défoliant assez rapide. Là, 3 jours après, le trèfle est devenu comme brun chocolat. Fait que la chaleur va atteindre plus facilement le sol. Puis, ce qu'on fait, là, en semi-direct, des chasses résidus, je passais parce que quand on parle de 4-6 tonnes de matière, c'est pas mal de matériel. Fait qu'on triche. Ça passe pas dans le volet pad là, de l'agriculture, du MAPAC, là, parce que c'est pas accepté, mais on passe, nous autres, à une déchaumeuse. Vraiment, pour se qualifier, un coup que c'est sèche, faut pas qu'on brasse plus que 3-4 cm. C'est lettre. Là. Les représentants n'aiment pas ça. C'est vraiment un job rough pour tout aller se qualifier pour que le sol puisse voir le soleil un peu plus pour que ça réchauffe, pour favoriser un bon semis. Ça fonctionne bien comme ça. Paul, je peux-tu me permettre de te demander, est-ce que ça veut dire ça que pour toi, dans le fond, ça prend à peu près 2 semaines avant que l'azote du trèfle soit disponible pour ta culture une fois que c'est ton calcul? Non. OK. Non, c'est plus pour quand je le tue avant, c'est pour vraiment me donner du temps de le défolier, que la chaleur qui se donne en 3-4 jours par le soleil, ben c'est pas rien qu'une journée, tu sais, les nuits sont encore fraîches au mois de mai. Fait que pour que ça ait le temps de réchauffer. C'est plus dans ce sens-là. Puis as-tu une idée du boost d'azote qui vient quand? Suite à la destruction dans de ton le maïs, présentement, là, je faisais venir mon agronome, mais quand on fait des tests, là, jusqu'à Saint-Jean-Baptiste, début juillet, là, les micro-organismes ne sont pas décollés encore. C'est ça. Ce qui veut dire que nous autres, étant donné qu'on n'est pas en biologique, on peut mettre un démarreur qui a de l'allure en semant notre maïs. Fait qu'on met notre 45 unités de N en semant le maïs. Puis après ça, on vient ajuster la dose en poste quand le maïs a 5-6 feuilles. Avant, on attendait au plus tard pour avoir les ppm, mais on se ramasse à Saint-Jean-Baptiste, puis on les a même pas toutes encore. Fait ce qu'on a fait, on s'est jeté dans la piscine, puis on a dit, bon, on fait des banques de tests. Les premières années, je le disais, on met juste du démarreur. On en met 100, 150, 200, 250. On a fait ça pendant 10 ans, puis on a réalisé que 8 années sur 10, là, on était capable d'arriver avec facilement 50 % moins d'azote minéral. Fait qu'on se ferme les 2 yeux, puis on prie le bon Dieu, puis on met juste... Ça veut dire, Paul, tu mets combien d'unités d'azote par Total 100. par hectare? Ouais. Puis si je voudrais être cow-boy, il y a des années, le 50 total. Oui, puis on parle de sols légers en plus, là, qui sont plus dépendants des intrants. Statistiquement, c'est juste 2 années sur 10. C'est ça, des fois, on check nos chums bio. Me disait, moi, je suis capable de faire du maïs bio à bon prix. Si on joue avec mes sols, m'en donne quasiment autant. Il y a un gars de bio qui me dit, écoute, mais tu mettrais rien, ça aurait un beau trèfle de même. Tu aurais ça ton 10 tonnes, puis l'arrêt ton 10-11 tonnes, là, à 400-500$ la tonne. Mais on est en mode conventionnel, fait qu'on prend moins de risques, on met un démarreur, fait qu'on se dit, bien, ce démarreur-là, il est vraiment efficace à 100 %. Puis après ça, on arrive avec notre quantité, là, pour dormir la nuit, là, on se tient dans le 80-100 total. OK, merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? On est rendu à ce côté-ci de la salle. Oui, je vais passer le micro à monsieur. Je vous écoute parler, puis je pense que tout le monde est un peu dans la même situation. Je regarde, je vais sur Facebook, les cultures de couverture, puis tout ça. Puis j'entends souvent des témoignages des producteurs que chez nous, ça marche de même, puis c'est nos rotations. Mais moi, je trouve qu'il nous manque beaucoup d'exemples de comment vous le faites, comment vous implantez vos cultures. Comme là, l'exemple du trèfle, la madame posait la question, je me la posais aussi. Je pense que ça serait important d'informer tout le monde. Quelqu'un qui rentre là-dedans dit, ben, comment qu'on implante ça? Là? Moi, chez nous, j'implante souvent du seigle.
avant même de récolter mon soya, puis c'est de même que je le fais. Mais si je veux faire ça, quel type de culture de couverture à mettre? Tu sais, là, je vais avec du seigle, je vais avec des pois, je fais de la culture intercalaire. Sauf que là, je ne suis pas vraiment organisé comme il faut. J'aimerais ça avoir des exemples. Dire, ben, chez nous, Paul Caplette, ben, c'est de même qu'on fait ça, nos rotations. Tu sais, tantôt, vous nous avez dit, ben, chez nous, les rotations, c'est ça, 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 ça. Puis les cultures de couverture, c'est ceux-là que vous nous avez nommés. Mais comment vous les implantez? À quel temps vous les implantez? Tu sais, les bons coups, les mauvais coups, tu sais, pour pas qu'on répète justement les mêmes erreurs. Parce que le gars si on y va tout à essai, à petite échelle, ben ça va prendre encore 15 ans avant de dire que là, il y en a vraiment à grande échelle puis que ça soit réussi. Ben, c'est sûr qu'on fait notre possible pour en partager un bout quand on rencontre des gens, mais il y a tout le côté. Il y a un guide qui a été formé, qui a été fabriqué, qui a été fait par le CRAAC il n'y a pas longtemps sur les plantes de couverture avec toutes les spécificités de différentes plantes. Il y a une formation, comme je vous disais, avec l'ITAC en formation continue qui peut se suivre à distance ou en présentiel, là, qui va décoller, je ne me trompe pas, en février. Mais gênez-vous pas, tu sais, comme là, c'est le temps, si vous avez des questions plus spécifiques, on est tous et trois là, mais on connaît pas. Nous autres, on va vous expliquer ce qu'on fait chez nous, mais après ça, vous pouvez le transférer. Mais ça, il y a pas. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui pour enregistrer. Mettons, vous avez une question spécifique par rapport à ce que vous vivez, par rapport à l'interrogation, quand est-ce mal semé, comment mal semé. Tu sais, gars comme vous faites déjà du seigle à voler. C'est déjà excellent. J'imagine que c'est du seigle d'hiver, du seigle d'automne. Mais après ça, c'est de comprendre, ou pas comprendre, mais de planifier ce qui vient après. Parce que mettre du trait, c'est une bonne chose, mais ça dépend de la culture que vous avez l'année suivante. Fait que là, il va y avoir des. Quand on devient un peu plus à nos affaires dans ce système-là, c'est qu'à un moment donné, on est comme plus. On va viser. Ouais, mais c'est quoi je veux, là? C'est un problème de perforation de mes racines que j'ai là. Tu sais, j'ai-tu fait des profils de sol, puis j'ai des problèmes. Une plante de couverture, ça ne décompacte pas un sol là, d'elle-même. Là. Ça va aider parce que ça va faire des trous. Mais si on l'aide un peu pour qu'elle explore le sol, c'est excellent. Fait que toutes ces petites étapes-là, mais ça vient comme en fine-tuning dans le processus continuel. Oui. Il n'aime pas je l'ai décanté. Pour qu'il y ait justement une culture de couverture. Ah, mais c'est pour ça qu'on les appelle les cultures longues. Maïs, soya, on a qui en mettent un peu, mais maïs, c'est l'intercalaire qui est là, qui a été mis au printemps, si on est venu à bout de le réussir. Mais au niveau volume de potentiel, de tonnes à l'hectare de matière, c'est pour ça, tantôt, je vous disais souvent, si dans notre ferme, on vient à bout de rentrer des cultures courtes dans le système de rotation, avec ces cultures courtes-là, vous allez créer votre propre espace pour là en mettre des mélanges un peu plus complexes qui vont faire beaucoup de volume et beaucoup de racines. Les intercalaires maïs, c'est excellent, ça va pomper les éléments, ça va nourrir les micro-organismes, mais tu ne fais pas du 500 hectares, en tout cas, à moi que je me trompe, là, mais de matière sèche à la fin de l'année. Ça vient juste ramasser ce que le maïs a laissé, ça va pomper les éléments pour pas qu'on en perde trop, puis ça va maintenir le sol. Maïs en silage, ils viennent à bout d'en faire beaucoup plus parce que la récolte part plus tôt aussi. Là. Fait qu'on peut jamais dire que c'est dépendamment du système. Mais derrière les cultures longues, c'est certain que c'est plus difficile d'aller chercher des gros volumes de racines. Puis Chez nous, on a eu un problème au printemps passé, c'est que on est arrivé pour sonner le maïs, qui on était tellement pâle l'année passée au printemps à semer. Je dirais capter. Dévoyez-vous, mettons, moi, dans du seigle, je m'organiserais pour pas être en maïs l'année suivante. Je m'en irais là avec une légumineuse, comme du soya qui aime ça, on peut le rouler. Le soya, je pense qu'Éric en fait un peu, peut-être en témoigner là-dessus, mais sec, c'est ça, quand ça vient trop long, dans du maïs, 2 graminées ensemble, il y a le coup quand le sec veut se détruire, qui fait des toxines à certaines périodes, qui peut nuire. Fait que c'est comme si tu jouais là, plus dans la ligne nationale. Il y en a qui le font, mais il faut vraiment être... On a un bon résultat, mais il faut que tu travailles à faire. OK. Ben, je pense que je peux ajouter, là, être membre d'un bon club agro, là, souvent, nos conseillères en agronomie, ils voient tout ce qu'on fait, chacun sur nos fermes. Fait que là, des fois, quand on a des questions, j'ai tel producteur qui fait telle chose, ça semble bien marcher. Fait que là, des fois, ils nous mettent en contact, fait que là, on peut se parler. Puis
Fait que ça fait des bons réseaux là, pour justement avoir de l'information. Si je peux juste me permettre d'ajouter, je pense, un commentaire hyper pertinent parce que quand on regarde finalement, là, par exemple, les cultures de couverture, le pourcentage d'adoption au Canada n'est pas très impressionnant là, en termes de culture de couverture, principalement d'ailleurs dans l'Est. Puis moi, j'ai un collègue qui a fait une enquête en Ontario auprès des producteurs. C'est presque 500 producteurs qui ont participé quand même à l'enquête. Puis une des raisons principales pour lesquelles ils n'adoptaient pas les cultures de couverture, c'était manque d'informations ou ne pas savoir par où commencer. C'est sûr qu'il y a la saison de croissance aussi là, qui nous aide peut-être pas dans l'Est, mais c'est sûr que c'est un enjeu majeur. Là. Je commence par où, je fais comment. Il y a vraiment, en tout cas, selon cette enquête-là, là, un besoin au niveau du transfert d'informations. Puis on le sait aussi de par les études, mais aussi de par l'expérience, que pour les producteurs, il n'y a rien de mieux que le transfert entre producteurs. Fait que tu sais, ce que Éric, Billy et Paul font, de se parler de leurs expériences et tout, puis ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment un gros facteur finalement de changement là, concret. Éric, vous vouliez. Ben, ouais, c'est ça, c'est intéressant. Mais tu sais, là, il y a Vibe, là, plantes de couverture, là, coton, il y a des programmes mur à mur. Là. La base de tout, là, premièrement, posez-vous la question pourquoi vous voulez le faire. Si c'est juste pour suivre la vibe, là, écoute, allez pas là, vous allez lâcher ça dans 5 ans. C'est comme s'il y avait le vibe végétarien, on embarque toute la gang, là, garanti qu'ils vont en rester 3 ou 4 dans la salle. Là. 6 fois, l'autre potier va être mort, premièrement. Faites ça pour les bonnes raisons. Faut trouver sa raison, sa motivation. Tu sais, moi, je te dis, je suis jamais gêné. Là. Je suis pécunier, là. Je vais être une guédoune dans une autre vie. Là. Je suis très pécunier. Moi, c'est ça que j'aime. Moi, j'aime... Je regarde ce qui se passe chez nous. J'aime le vulgariser par des chiffres, mes petits fichiers Excel. Moi, ça, je suis dans un cadre qui me rassure. Comment ça me coûte? Qu'est-ce que ça me donne? That's it. C'est juste ça, mon raisonnement. Chez nous, je l'ai dit, bon, premièrement, j'avais des problèmes de coût de production. Mon objectif premier était, à la base, réduire mes intrants. C'était juste ça. Juste ça. Fait que là, je suis parti. Il faut que je réduise la facture d'engrais. OK. Plante de couverture, au début, on a, comme Paul dit, des fonds de silo. Mais quand on s'est vraiment structuré, qu'est-ce qui m'emmène dans ça? J'avais un thinking légumineuse. Puis là, je venais à l'insérer. C'était ça, mon objectif. Mais avec le fil du temps, bon, après ça, moi, j'avais des sols légers. J'ai racheté des terres dans d'autres paroisses. Des sables vraiment mal structurés. Là. Matière organique, là, il y en a en bas de 2. Moi, quand je pogne 2,5 dans la matière organique, là, on sort la bière, là, OK? Fait que là, moi, après ça, c'était... Puis je voulais structurer mon sol. Je voulais vraiment avoir une belle structure de sol, une belle porosité de sol. Je voulais me bâtir une résistance. Là, mon thinking a été occuper le territoire, je veux des racines. Je veux des racines, OK? Fait que c'est quoi qui fait des racines? C'est pour ça que, là, maintenant, on voyait, il y a une vibe, c'est radis. Bon, radis, une racine, là, ça faisait des super photos. C'est le maladie, c'est fuck out. Pas de droit de dire. Tu m'as dit, c'est bon, rien. C'est bon, rien. Ouais, j'étais parti de me lancer. C'est bon, rien, structurer ça. Moi, je veux des racines. Fait que c'est là qu'on a commencé à travailler le seigle. Le seigle aussi, parce que je l'ai de quoi qui reste dans le temps. Fait que, tu sais, c'est des choses simples. Puis l'autre, là, je reviens à mon premier objectif, qui est toujours pécunier. Moi, ça me trotte toujours dans la tête. Ça n'arrête jamais, là. OK, je veux des racines. OK, le sec, ça va en faire un bon tas. Ça reste dans le temps. Ah, gardons, je suis capable d'en faire du sec. Je suis capable de le cribler. Je suis capable, ça coûte pratiquement rien. Fait que ça, mes choix sont venus assez simples. Fait qu'à partir de là, c'est où qu'on vient le positionner, puis dans nos rotations. La question a été posée tantôt, on n'avait pas tout à fait la réponse, mais c'est ça. Est-ce que vous le calculez, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, par la santé du sol par le nombre de cabanes de vers de terre ou de vers de terre à l'hectare? Je ne sais pas trop comment ça marche, mais il y a un producteur qui m'avait dit, moi, avant d'être un producteur de céréales, je suis un producteur de vers de terre, puis il n'est pas loin. Fait que je voulais juste avoir une idée, c'est quand on regarde notre sol, est-ce qu'il y a moyen, en plus de la matière organique, la vie du sol, là? Est-ce que vous regardez ça? Ben, ça, c'est sa job. Là, c'est bête à dire, mais moi, tout ce qui m'intéresse, là, c'est qu'est-ce qui me reste à la fin. OK? Moi, ma santé des sols, je le vois parce que, justement, j'ai atteint une uniformité. Mais écoute, production, j'ai pas peur de le dire. Là. Chez nous, j'ai été retiré une dizaine d'années de l'agriculture. On a eu 3 épisodes, ça ferme, là, relativement difficile. On a eu 2 feux au niveau de l'industrie laitière, un transfert difficile. Tu sais, on dirait qu'à chaque 10 ans, je reculais de 3 ans sous mon endettement. Ça fait comme 3 cycles de 10 ans.
Ma santé des sols, j'ai pu m'appuyer là-dessus pour aller chercher pas juste une résilience de sol, une résilience financière. J'ai pu baisser mes coûts de production au maximum que je peux baisser mes coûts de production en gardant un niveau de production là, plus qu'acceptable, très bon pour ma région. C'est là, c'est le même que moi, je l'ai chiffré. Fait que c'est pour ça qu'on parle, bon, souvent on dit, bon, plante de couverture, OK, un setup de plante de couverture, grosso modo, 120 piastres l'hectare, incluant, on met un 20-22 piastres de semis, une centaine de piastres de savance. C'est une dépense ou un investissement? Un investissement à long terme peut réduire, puis dans le moyen court terme vient réduire nos charges. C'est pas une dépense, là, rendu là. Moi, j'ai une question pour Éric qui me brûle les lèvres depuis sa première diapositive, où on a parlé des rotations, mais là, tu n'as pas parlé de l'espèce de cercle qui venait dans le cercle où il était écrit foin de commerce. Ah ouais. Ouais. Puis là, moi, je suis très curieuse par rapport à ça parce que, Faire du foin avec du foin. ouais, ben, moi, j'ai un étudiant qui a commencé son doc avec moi, mais qui a eu une ferme bio-maraîchère pendant 11 ans. Puis il me disait, Marie, chez nous, j'avais un loam, un quand même bon loam, mais il dit, je faisais toujours 2 ans de prairie, juste pour rebâtir mon sol avant de revenir. Puis il dit, financièrement, je pense que j'aurais rien pu faire de mieux. C'est-à-dire qu'il réduisait énormément ses intrants. Il arrivait à être très, très profitable en faisant finalement 2 ans de prairie où il n'y avait pas de légumes qui poussaient, mais que ça lui permettait vraiment de réduire ses intrants puis d'avoir des très, très bonnes productions les années où il y avait ses légumes. Puis de plus en plus, ben, j'ai même des collègues, pour ne pas le nommer, Jean Caron, qui a fait des calculs économiques, justement, puis qui montrent finalement que l'argent perdu sur ces années-là, où peut-être on ferait des plantes pérennes pendant, par exemple, 2 ans, finit par être absorbé et même dépasser le gain de faire des cultures. Ça, c'est Ouais. vrai. L'argent perdu cette année-là. Ouais, ben oui, c'est ça. Ben l'argent qui rentre, qui est perdu. Là, je vais laisser. Mais non! Attendez, là, je donne la gorge. Mais pas du tout, parce que ce que je suis en train de dire, c'est que à long terme, ce que Jean dit, c'est que c'est rentable de laisser 2 années sans rendement. Ouais. C'est super intéressant. De l'argent perdu cette année-là, OK? Grosso modo, chez nous, là, bon, 2024, c'est une année difficile, mais si on prend un timeline 5 ans, là, j'ai des marges économiques. J'ai un average de 1075 marges brutes, je parle. Moi, ce que je veux savoir, c'est ma capacité de remboursement. Comment je vais en 2024, comment je vais avoir en 2025 pour affronter les paiements, OK? Grosso modo, j'ai un average de 1075 $ à l'hectare sur 5 ans. Les grosses années qu'on a connues, 2021, 2021 ou 21-22, les plus belles années ever, incluant mes années laitières, on a été chercher des marges là, dans le 14, 15, 16 cents, toute culture. Mais c'est la moyenne de mes hectares. Cette année, ça va être extrêmement bas à cause des hypothèques, la patente. Cette année, je vais être peut-être, je ne l'ai pas fait encore, 8,50, je ne me trompe pas, bien gros. Là, je reviens à ton petit bout de chemin. Mais c'est un average, toute culture confondue. Mon foin de commerce, je l'ai fait pour plusieurs raisons, mais mon foin de commerce ne va pas à côté mes gros rendements de soya de semence ou mes blés. Mes blés d'automne, à cette heure, on sait tôt de faire du blé jouer Elisabeth. On commence à jouer du blé d'automne panifiable. Là, ça commence à être le fun. Là, on va aller chercher des marges. Là, 12, 13, 14, 15, j'ai déjà vu 19. Là, on frôle le 2000. Le foin, dans le foin de commerce, quand tu as pogné 600-700 piastres l'hectare, mais c'est pas une perte d'argent parce que là, souvent, on va avoir une vision silo. On va aller attribuer, mettons, quand j'avais un setup maïs, je faisais mon maïs après mes prairies, je suis allé à côté, je dis, bon, ben lui, à Gordonson, il a fait 1500. Mais à cause qu'il y a eu ça, fait qu'on devrait y ramener le crédit. C'est pas une perte d'argent. C'est comme je disais à la blague, exemple, je vais finir là-dessus. On est 3. Dans le temps, j'avais des vaches, c'était ma comparaison un peu boiteuse. On est 3 à faire le train, OK? Il y en a un qui nettoie, il y en a un qui fait la traite, puis il y en a un qui fait l'alimentation. On va dire qu'on est 3. Moi, je fais la traite, Billy s'occupe de l'alimentation, puis lui, c'est qui fait le nettoyage. Là, on split la paye de l'an en 3. Puis là, moi et Billy, on se dit, Chris, pas le first nettoyer. Tu sais, papa. On va fuck Paul, là, ben. Les poids, ils refusent. On va garder le train pareil, on va alimenter les vaches, je vais faire la traite, puis on split la paye à l'an en 2. Hey, l'idée du siècle. Et moi, je suis encore plus brillant que ça. Là, ben, à force, on arrête de nettoyer, c'est pas long qu'il est dans la marde. Au sens littéral du terme. Tu sais, c'est ça. Ben, son travail est bien aussi important. Mais moi, je pousse la réflexion plus loin que ça. J'ai dit que c'est moi qui l'ai appelé le bouledin. C'est moi qui tire les vaches.
On arrête de soigner les vaches, je sors Billy, puis je garde 100 de la paye de lait. Je m'en vais sur un système monoculture, 100 Ça va t'offrir quoi? 2, 3 jours, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'eau dans le puits, probablement, tu sais. Mais son travail est bien aussi important. C'est là que l'importance de la rotation. Tu sais. Mais dans mon cas, à moi, Mais de la vision long terme aussi, c'est ça qui est difficile parce que souvent on prend des décisions basées, des décisions économiques basées sur une impression de rentabilité qui est en fait basée sur le rendement sur le court terme. Tu sais. Fait que c'est un 10 ans, après. C'est facile, 10 ans. c'est pas juste ça, mais de redistribuer des acquis à tout le monde. Là. Ah ouais. Tu sais, Ben, on se les reconnaît. céréales, les céréales, c'est pas payant, mais à cause que tu as ça, puis en passant, si vous voulez avoir des résultats dans les céréales, arrêtez de faire des céréales pour nifler. Là. Ça, c'est l'autre affaire aussi. Là. Si vous avez un coin, là, arrêtez de cultiver-les pas, arrangez-les, puis tombez dans des céréales là, dans le bon spot. Là. La game, elle change. La game ne sera pas là. Mais à cause qu'on a fait des céréales, à cause qu'on a fait, on a mis du stress, oups, demain dans la région, on voit du 14-15 tonnes dans le maïs. Mais à qui qu'on attribue d'un coût de production? Tout à fait. Aller l'attribuer aux bonnes personnes. Ça, c'est super. D'un coup, qu'on commence à fragmenter ça, oups, soudainement, là, tu te dis, OK, là, on n'est plus dans les dépenses, ça vient de tomber dans les investissements. Moi, j'appelle ça la comptabilité créative. C'est un peu ça que je fais, un peu ce qu'elle écrit. Tu sais, mon faux champ de foin, c'est ce qu'on réussit avec notre fameux trèfle. Dans le blé, qui va fertiliser mon maïs à moitié prix. Mais je pourrais dire, mon maïs, c'est payant, ma culture la plus payante, mais mon maïs qui a 15 plus de rendement parce qu'en Ontario, on fait des tests pendant 20 ans, maïs soya pendant 20 ans, puis on fait maïs soya céréales dans le même type de sol. Il y avait 15 plus de rendement dans le maïs où il y avait 3 plantes versus alternance. Fait que nous autres, on se dit, OK, mais dans mon budget de blé d'automne, je dis, OK, mon maïs, il pousse pas cher. Ce gain-là que j'ai, je le pitch au chaudier de marde. Là. C'est lui qui a fait la marde dans... C'est lui qui a fait... Non, mais comme exactement ce qu'il explique, mais c'est ça que j'appelle des fois, c'est parce que c'est vrai, à côté Saint-Henri de batteur, je dis, je fais tant de tonnes de blé d'Inde, ça donne tant. Je fais tant de tonnes de blé, ça donne tant. Si c'est pas payant. Mais souvent, on oublie de faire ce que... On parle de système. Souvent, on parle de rotation. Nous autres, là, une des cultures les plus payées d'eux, les pots de conserverie, c'est une de nos cultures les plus payantes sur 40 ans. Mais je ne peux pas faire des pots de conserverie. Un gars de mathématiques, il dirait, lance-toi des pots de conserverie. Mais si tu ne fais pas une rotation de 5 à 7 ans, tu vas finir par le payer en maladie, en fonchite, etc. Fait que c'est de même qu'on essaye de penser. Fait que faut élargir les colonnes chiffriers Excel puis comprendre la culture. Moi, je les appelle les cultures d'énergie maintenant. Les cultures que dans le système que tu as mis là, que tu es confortable à dire, OK, à matin, c'est vrai que mon comptable, ça se peut qu'il me dise, oui, pourquoi tu fais ça? Ça ne paye pas, ça. Mais ouais, mais ça va me donner ça. C'est ce bout-là, des fois, qu'on oublie de noter ou de comprendre. Fait que c'est ça qui est difficile, des fois, à s'accaparer puis à se vendre à nous-mêmes. Parce qu'il faut, un coup qu'on est convaincu puis qu'on comprend comment ça tourne la roue, là, ça roule. Qui parle d'un système réellement. C'est une analyse. Juste rapidement, hier, j'étais à la conférence de Laurent Duvernay-Tardif. C'était super intéressant, mais je suis fan de football, là, par contre. Il comptait, vous savez, là, c'est un joueur de football, là, peu importe, là, il a gagné un Super Bowl, mais il expliquait que lui, le temps qu'il était à Kansas City, a à peu près jamais touché au ballon. Il n'a jamais touché au ballon un certain nombre de saisons. Pourtant, il était un des gardes les mieux payés de la NFL. Il a gagné un Super Bowl, mais il n'a jamais touché au ballon. Mais il a juste fait son petit bout de job. Lui, son petit bout de job, c'était, mettons, de ça à là, c'était de bloquer le gars qui est en avant, watcher un peu lui qui va arriver de ce bord-là, puis peut-être sur le côté. C'était juste ça, puis il mangeait une claque derrière la tête par lui. C'était ça, sa job, une fois par semaine, 16 games. Il n'a jamais touché au ballon. Pourtant, tu dis, jamais touché au ballon, il est donc bien pas bon. Mais il a juste fait sa job. Tu sais, ça dit là dans l'ensemble du système, tu sais, de ne pas faire une gestion. Souvent, on fait des analyses en silo. Tu sais, c'est là, puis là, on perd de vue ce qui se passe autour. Mais tu sais, il faut voir l'ensemble de la patente. T'sais. Tout à fait. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, est-ce qu'on a encore du temps pour d'autres questions? Donc, ce côté-ci, on a fait une rotation longue, ce coup-ci. Fait qu'on est rendu dans ma parcelle ici. Derrière, oui. Je vais passer le micro. Oui, c'est pour Paul. Au niveau du GPS que tu mets sur le B6, c'est-tu le même qui va dans un tracteur ou c'est un petit GPS portatif? Ou...
Quand tu sèmes ton trèfle. Oh, c'était un ancien petit Raven qu'on avait à l'époque, qu'on a commencé à se guider, là, qu'on a piné sur le petit VTT. C'est comme ça qu'on guide nos lignes de 6 mètres. Là. Tu sais, les tracteurs, maintenant, on est tous rendus avec des équipements RTK au plus précis. Fait que l'ancien petit GPS qu'on avait à l'époque, juste pour se faire une petite ligne, ben la ligne est bonne. Là. Peut-être pas parfaite, là, mais c'est pas pour cercler, mais pour le sommeil, ça fait le job. Ah, t'as pas le choix parce qu'il fait noir à 4 heures. Ouais, c'est ça, non, et, là, ça prend ça absolument, ouais. Bon, je vais passer à mon autre parcelle rapidement. Pendant que je me déplace, je regarde Emmanuel puis Marie-Claude. Beaucoup de sujets pour le bulletin de traiter dans les numéros à venir. Il y a quelqu'un ici tout à l'heure qui m'avait... c'était vous. OK. Excusez, il y avait un petit à main. Éric, il a répondu un peu à mes questions tantôt parce que moi aussi, tout est calculé, mes coûts de production sont tous calculés. Mais en même temps, tu sais, au bout de la ligne, à la fin de l'année, il ne reste pas grand-chose. Mais on parle d'investissement au niveau de nos terrains. Mais aussi, quand on met de l'argent, comme tu parlais, on met du trèfle, il y a un coût à ça, puis on attend. Tu sais, quand tu fais tes champs de foin, je pourrais faire ça avec mon collègue à côté, mais c'est toujours attendre après l'argent pour avoir un gain. Tu sais, c'est vraiment à long terme. Tu as répondu à ma question tantôt que j'ai fait signe, mais c'était bon que ce que tu disais dans le sens faut prendre un peu des quatre pour à notre situation. Tu sais, je vais aller chercher un peu de vous autres. Tu sais, Billy, j'y avais écrit au niveau du sec d'automne au travers du soya. Tu sais, le temps, le bon timing. On a des résumés des fois, mais chez nous, ça peut être différent aussi au niveau du timing. Mais le coût de production, puis qu'est-ce qui reste, souvent, ça fait en sorte que c'est ça qu'on va faire pour l'année à venir, dû à nos budgets pour l'année 25. Oui, puis n'oubliez pas, je vais rappeler, n'oubliez pas aussi que c'est. Tu sais, on voit nos diapos, là, puis là, le monde nous écoute, là, on est beau, on est fin, puis on sent bon. Mais tu sais, c'est. Mais moi, j'ai toujours gardé ça simple. Moi, les formules compliquées, ça reste pas dans le temps. Une autre affaire que j'ai répété plein de fois, là, moi, ma blonde, elle faisait une sauce à spaghetti. Il y avait 56 ingrédients, elle mettait le chaudron. Hey, ma fille, elle a cherché un livre de beurre, puis mon gars, elle a cherché la canette de Elmer, ouvrait ça. Hey, moi, j'ai compris, regarde, un ingrédient, faire simple, ça marchait. Puis on les a ramenés à terme, eux autres aussi. Là. Ça a l'air compliqué, mais tu sais, regarde, Paul, il parle de son trèfle avec son 4 roues. On capitalise pas gros dans nos systèmes, là. Moi, bon, c'est sûr que j'ai plus de maïs, mais moi, j'ai une semeuse, ça sonne 2 fois tous mes hectares. C'est mon semoir à céréales, rien de compliqué. Moi, ben, j'étais un ancien producteur laitier, fait que j'avais des boîtes à mille, là, petits millages. Mon canola me sert là-dessus. Mais il n'y a rien de compliqué. Fait qu'une bonne partie aussi vient qu'on capitalise pas gros, malgré nos systèmes. Tu sais, ça joue ces 2 tableaux, là. Il y a du temps. Il faut qu'on se donne du temps. T'sais, on a pris des décisions, nous autres, dans une période où est-ce que la ferme, là, on est en restructuration. Puis à un moment donné, c'est sûr que ça peut pas. Quand on met nos objectifs, notre plan d'affaires, on dit on s'en va vers là, ça a la santé. Mais quand on fait une rotation avec des cultures moins payantes, il faut regarder aussi, tout à l'heure, on a parlé de comptabilité créative, mais tout ce que je vais éviter. T'sais, de plus en plus, on parle que le maïs, maintenant, on n'a plus 3 semaines pour le semer, on a juste 10 jours. Fait que la grande mode, c'est qu'on est tout rendu, en tout cas en général, du 12 puis du 16. Je ne dis pas que c'est pas correct d'avoir un 12 puis un 16, mais ça dépend de la grandeur. Fait que quand ton setup de machinerie, tu es capable de dire ouais, mais si je fais du blé, comme j'ai expliqué tantôt, je suis capable de garder mes machines que j'ai là. Mon maïs, m'a le semé, m'en en semer moins grand, il va tomber carré dans le bon trou. Mon blé, m'a le semé en septembre, tout, t'as un autre bloc. Si on continue de faire du maïs, mettons dans ce cas-là, tu sais, regarde, mais Eric, son calcul, tant qu'à garder un planteur à maïs dans un système, pour lui, le planteur à maïs devenait comme un ajout, parce que nous autres, on est rendus assez vieux que je me souviens de mon père, quand ils ont commencé à faire du maïs, personne n'avait des semoirs. Il y avait un monsieur qui avait un semoir 2 reins. Tout le monde avait des grammaires. Une batteuse, tu avais une table pour battre du grain, puis tout. Des petits céréales, Quand les gens ont commencé à parler de maïs, il n'y avait pas de... Fait que là, c'est devenu... On a développé des semoirs, on a développé la batteuse. Fait que c'est devenu comme un acquis. C'est correct aussi qu'on fasse du maïs. Sauf que tout l'équipement qui sert au maïs est destiné au maïs. Tandis que tout ce qui tourne autour d'un coût de production, équipement, qui va sur tout ce qui est en 7 pouces, ou même en 15 pouces si tu bouffes des trous, c'est tout le kit grain.
Puis, dépendamment de la réflexion du gars, on fait encore du maïs chez nous, mais tu sais, quand tu commences à faire ça, là, ça te crée de l'espace parce que nous autres, quand on a décidé de faire du semi-direct, là, on l'a jamais dit au gérant de banque qu'on gardait dans notre tracteur 35 ans. Mais le tracteur faisait 750 heures par année. À 10 000 heures, pas tout le monde, j'imagine, vous gardez tous vos tracteurs en haut de 10 000 heures, mais 10 000 heures à 750 heures par année, c'est à peu près une douzaine d'années, vite, là. Ça veut dire qu'on a changé de tracteur 3 fois. Depuis qu'on est en semi-direct, ce tracteur-là, il fait 250 heures par année. On est encore pogné avec le même 3 petits points de tracteur. Il fait un job, il a les 4 roues motrices, il est léger, mais j'ai sauvé ce tracteur-là. Aujourd'hui, on regarde, là, il est rendu à 10 000 heures, on regarde, on magasine 340 000. Puis mettons que celui entre les deux qu'on a économisé, c'est autour, mettons en mi-âge, là, 200. Ça veut dire qu'on a économisé des immobilisations de 500 000 $. Mais quand je parle de... Fait que ça, là, on l'aurait même pas... je l'aurais même pas dit à un conseil, je fais juste le proposer ou l'expliquer parce qu'on le réalise là, parce qu'on on est rendu là, c'est vrai. Si on aurait continué comme on était, là, on le réalise après. Fait qu'on a plein de potentiel qu'on a à faire avec notre sol, qui est notre principal capital. Puis souvent, en tout cas, on l'a eu, cette tendance-là, mais il faut gratter, il faut aller voir en dessous de notre sol, comprendre ce qui se passe là, parce que notre principal capital, en plus, il valent une fortune, les terres aujourd'hui, il est en dessous de nos bottines. Puis on se promène à l'occasion avec des équipements tellement pesants qu'on est en train de défaire notre beau plancher de cuisine qui est nul. Tout le monde danse dessus, la gigue dessus avec des talons hauts. C'est un peu ça que la santé des sols, c'est large. Fait que c'est tous ces petits détails-là qui font qu'au bout de la ligne, ou se donner de l'espace pour arriver à ça. C'est pas facile tout le temps, ça, on le sait, là, mais ça se fait graduellement. Marie-Élise, vous vouliez ajouter quelque Oui, il y a juste un enjeu. Tu sais, là, avec cette question-là, on parle beaucoup justement de l'investissement à long terme. On dit c'est pas tant bon. Mais il faut se rappeler aussi qu'à l'échelle quand même du territoire de la province, là, moi, c'est un chiffre qui me frappe énormément, mais il y a plus de 40 des terres agricoles qui sont sous location. Fait que ça, à l'échelle du territoire, sur la gestion de notre ressource sol, c'est quand même un enjeu majeur parce que tu te dis, ben c'est sûr que d'investir dans la résilience de ton sol, c'est moins tentant si tu as un contrat de location de 5 ans. Puis c'est la même chose aussi si tu as une terre et que tu la loues, ben comment cette terre-là va être traitée, puis c'est quoi l'impact après si je reprends ma terre sur la résilience puis la rentabilité éventuellement aussi de mon entreprise sur le moyen et long terme. Mais c'est vraiment un enjeu, tu sais, quand on dit, bon, ben il faut changer nos pratiques et tout, c'est sûr que la volonté d'investir dans la durabilité et la résilience de son sol, c'est moins tentant qu'on est à location et que la terre ne nous appartient pas. Tout à fait, tout à fait. Il y avait une question, madame, là-bas. On fait un bris. J'avais été négligé. On fait un bris dans la rotation. Oui, il y a un bris à la note, parce que madame attend depuis longtemps. Je vous passe le micro. Moi, j'ai une question à développement. Quand on parle de résilience des sols, il y a des sols qui doivent être résilients à la sécheresse, puis il y en a d'autres qui doivent être résilients au surplus d'eau. Tu sais, on parle de conservation des sols, laisser la charrue, mais j'aimerais vous entendre un peu sur le drainage aussi, parce que, tu sais, quand les premières fois que je suis allée dans l'Ouest canadien, au Manitoba, ils ne drainent pas les sols, eux autres, justement pour garder la résilience à la sécheresse. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Chacun, ouais. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui vous... Ouais, ben, vous quatre? moi, c'est sûr que mes sols chez nous, souvent, je vais avoir des meilleurs rendements une année sec qu'une année humide. Fait que c'est sûr que ça fait longtemps qu'on fait des travaux de nivellement puis de drainage. Puis là, même, il y a certains champs, je pense pas qu'on fasse tous nos champs, mais il y a certains champs on s'est rendu compte qu'à l'époque, ils avaient probablement été drainés trop espacés, trop creux. Donc là, on a fait des travaux de redrainage, mais faut pas oublier que le système de drain, à la base, il vient abaisser notre nappe d'eau. Donc, quand ça décolle au printemps, ben là, les racines, ils descendent plus vite. Puis après ça, quand ça vient sec, ben justement, si le sol a une bonne teneur en matière organique puis il est bien structuré, ben son eau, il va la garder là, et qui va rester humide. Puis c'est tout le temps ceux-là qui vont passer au travers le mieux. Là, si ça a bien décollé au printemps, après ça, peu importe ce qui arrive, on dirait que c'est bien rare que la vapeur se renverse. C'est tout le temps ceux-là qui vont passer le mieux au travers. Donc, c'est sûr que moi, j'ai jamais vu ça, une terre trop drainée. Là. Souvent, c'est plus le reste. Le problème de compaction, ben là, justement, les racines ne descendent pas. Là, ça sèche plus vite. C'est un peu ça.
En tant que professeur de pédologie, je ne peux m'empêcher de, de donner un petit complément de réponse, mais c'est sûr que la quantité de précipitations n'est pas du tout la même là, dans les provinces de l'Ouest versus dans l'Est du Canada. On a beaucoup plus de précipitations ici. Puis, notre contexte pédologique est tel que nos terres les plus fertiles se retrouvent dans les basses terres. Donc, l'incidence de la présence de la mer de Champlain, ça fait en sorte que c'est nos sols les plus fertiles, puis où le climat est le plus propice aussi aux grandes cultures, par exemple. Le fait que ce soit des terres qui sont basses, ça fait aussi que, historiquement, quand on a mis ces terres-là en culture, la nappe était naturellement haute. Donc, chez nous, il y avait vraiment ce besoin-là de drainage, justement, pour abaisser la nappe, pour permettre une meilleure oxygénation, puis éventuellement un meilleur développement des racines en profondeur. Donc, c'est la raison pour laquelle, historiquement, on a drainé la majorité de nos terres agricoles au Québec. Après, de plus en plus, justement, on se rend compte que, ben, coudonc, le système de drainage ne marche plus. Il y a des gens qui ajoutent des drains entre les drains. Des fois, c'est justifié. Des fois aussi, non. Parce que on est, encore une fois, en milieu humide. On a des terres qui sont argileuses, justement, dans les basses terres. Et ben, tout ça, c'est propice à des problèmes de compaction. Puis il y a des études récentes qui nous montrent que quand même, au Québec, la compaction, c'est un problème qui est assez répandu. Puis ce qui arrive, quand on a une compaction à 20, 30, 35, 40 cm de profondeur, on a peut-être l'impression que notre système de drainage ne marche plus, mais c'est, entre guillemets, une fausse impression parce que finalement, c'est la couche compacte qui fait en sorte que l'eau stagne. Ça fait une nappe perchée qu'on appelle, donc à la hauteur de la couche compacte. Et puis à ce moment-là, ben, c'était plutôt un problème de drainage de surface qu'on a. Donc le fait d'aller ajouter des drains entre les drains, c'est pas ça la problématique finalement, c'est la couche compacte qui empêche le mouvement de l'eau. Elle empêche l'eau, finalement, d'accéder au drain. Elle reste coincée au-dessus de la couche compacte. Fait que c'est à ça aussi qu'il faut faire attention. Je ne dis pas que c'est jamais le cas, qu'on a un problème de drainage ou qu'il y a des drains bouchés ou qu'il faudra ajouter des drains entre les drains. Mais c'est encore l'espèce de conscience d'aller chercher la pelle et se questionner par rapport aux vrais problèmes. C'est un point très important parce que vous créez quasiment une dalle de béton. À ce moment-là, l'eau passe pas. Puis on le voit, hein, quand on fait un profil de sol, si vous faites un profil de sol le lendemain, par exemple, d'un gros coup d'eau, puis que vous avez un problème de compaction, une nappe perchée, bien, vous allez voir l'eau suinter directement à cette hauteur-là. Donc, vous allez pouvoir voir votre nappe encore. Et votre nappe va être à 60-70 cm, mettons, mais vous allez voir que ça suinte, ça sort du profil, l'eau coule à 20-30 cm si vous avez une couche compacte parce qu'elle n'a pas été capable de pénétrer cette couche compacte-là puis d'aller rejoindre l'eau de la nappe, finalement. Donc, elle est vraiment perchée en hauteur. À ce moment-là, bien, vous savez que ce n'est pas un problème de drain que vous avez, c'est vraiment un problème de mouvement d'eau dans le sol. Donc, ce qu'il faut adresser, c'est cette couche compacte-là, puis pas nécessairement le système de drainage. Avant de passer à Emmanuel, parce que le temps file, j'en profite pour vous remercier de votre présence. J'espère que le panel a pu vous inspirer ou vous poser des questions. C'est un peu le but. Je vais en profiter pour remercier nos 4 conférenciers et vous souhaiter, comme je le disais au début, une bonne année et puis grand succès puisque vous nous nourrissez. Alors, merci pour tout votre travail et à bientôt. Merci bien. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. J'ai vraiment apprécié les discussions. C'était très inspirant. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous. Je vous remercie tous, ainsi que nos généreux partenaires, Orsh, DeKalb et Syngenta, pour ne pas les nommer, pour leur soutien continu. N'hésitez pas à aller visiter à leur kiosque ou à venir nous voir au nôtre dans le BMO. Je voulais aussi vous dire que vous allez recevoir un sondage par courriel. Alors, si vous voulez le remplir, ça nous aide à vous offrir de meilleurs événements à chaque année. Je vais avoir des petits cadeaux pour les conférenciers. Mais notre technicien doit être ailleurs dans quelques minutes. Alors, on va procéder au démantèlement des micros. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une excellente journée.